Salut Alexandre, merci d'avoir accepté l'invitation pour venir parler un petit peu de ton boulot d'animation 2D notamment, de direction artistique, de réalisation, etc. Et bonjour, merci beaucoup de m'inviter sur la chaîne. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Bah pareil, hein, parce qu'en fait je suis un petit peu ton travail depuis quelques années, je pense. Enfin, il y a certaines de tes animations sur Instagram qui ont pas mal tourné, je pense, avec la grenouille, la sorcière, etc. Comme on l'a vu, il y a beaucoup de gens qui t'ont découvert avec ça. Et peut-être que tu peux parler un petit peu de juste qui tu es, ce que tu fais, et puis un petit bout sur ton parcours avant qu'on regarde des images. Du coup, je m'appelle Alexandre Blin, j'ai 28 ans, j'habite dans le sud de la France, donc à côté de Montpellier. Et depuis 2 ans, j'ai la chance d'être réalisateur. Donc, je réalise, donc pas pour l'instant, c'est pas des longs métrages, c'est en plus des publicités, des trailers, etc. Et c'est et en animation 2D et en animation 3D. Mais ça, je pense que je pourrais en parler un peu plus tard. Au niveau de ma formation, bah, déjà, si je reprends depuis le début, quand j'étais plus jeune, j'ai une famille, donc moi, qui est scientifique, mais qui a toujours eu un grand intérêt pour ce qui est artistique. Donc, je sais que j'ai une maman qui a toujours acheté beaucoup de bandes dessinées, les Calvin-Hobbes, etc. Et mon papa qui aimait bien Tintin et Astérix et qui nous le lisait quand on était plus jeune, à ma sœur et à mon frère aussi. Et donc, j'ai toujours été bercé dans un environnement où le divertissement, c'est quelque chose d'intéressant et de super bien. Et j'ai aussi mes grands-parents qui avaient un magnétoscope avec des cassettes et on regardait les Disney, etc. Et c'est aussi comme ça qu'à 6 ans, j'ai découvert le tombeau des Lucioles de Takahata. Ce qui était un peu traumatisant, ouais. C'est pour ça que je me suis dit, il faut que je fasse ça, c'est passionnant, tu vois. Ouais. Si on peut traumatiser des gosses, j'y vais, quoi. Ouais. Franchement, mais c'est ce qui est aussi intéressant, tu vois, dans le dessin animé, c'est que les adultes se disent c'est du dessin animé, c'est pas sérieux, et en fait Takahata, lui, il aborde un sujet très sérieux et je trouve ça c'est hyper cool avec nos deux. Du coup je continue. Et donc moi je suis né à Nancy. En fait ma famille a déménagé après dans le sud de la France, à côté de Montpellier, et à ce moment-là mes parents m'ont dit si vous voulez vous pouvez choisir des activités. Et en gros, dans le village où j'étais, il y avait un endroit qui s'appelait Artémuse, où c'était une sorte d'atelier créatif et qui était géré par un monsieur qui s'appelle Sylvain Corentin. Et en gros, ce monsieur, il est dans le top 100 des plus grands sculpteurs au monde. Il est dans la Bible des grands sculpteurs. Il fait vraiment des trucs de fou. Je pourrais te montrer tout à l'heure si ça t'intéresse. C'est super cool. Et en gros, c'était un atelier où on pouvait dessiner, il y avait des dessins partout sur les murs, au plafond, t'avais des Playmobil, des Lego Star Wars qui étaient collés au plafond. Et tu vois, ça a été ma première découverte d'un milieu vraiment artistique. Et c'était hyper chouette. En fait, il y avait des tables rondes où tout le monde dessinait. Il y avait donc, c'était des sections par âge. Et j'étais avec d'autres jeunes avec qui j'allais être au collège et faire mes études après. Et en fait, on dessinait, eux, ils ramenaient des livres de dessins animés, des mangas, etc. Et c'était hyper chouette. Et ça m'a vraiment tout de suite plu. Et en fait, après ça, je me suis fait ami avec une fille qui s'appelait Colline Exertier et qui m'invitait à ses anniversaires. Et une fois, elle m'invite à un de ses anniversaires et je rentre dans la maison, donc j'étais jamais venu. Et en gros, là, je vois plein de dessins au mur. Tu vois, je vois une salle où il y a des dessins au mur de Rayman. Peut-être que tu connais. Ouais, c'est mon époque aussi, hein, du coup. On a à peu près. Ouais, voilà, c'est ça. C'est bon, c'est bien qu'on puisse échanger parce que quand on en parle aux nouvelles générations, on dit oui, c'est vieux ça. Ouais. et du coup, moi, ça m'a vraiment interpellé. Et je demande au monsieur, donc le monsieur qui s'appelait Jacques Exertier, qui était en fait le directeur d'animation sur tous les Rayman et sur Beyond Good and Evil. Il a aussi travaillé sur Peter Jackson King Kong, que tu connais sûrement. Ouais, le gros jeu adapté, etc. C'était un gros truc qui avait été fait à Montpellier. Et en gros, il y a tous les enfants qui vont vers l'anniversaire et moi je lui pose plein de questions, il me montre, il commence à dessiner. Et en fait là, moi j'ai eu un gros coup de cœur, je me suis dit mais je veux absolument faire ça, quoi. Et c'était l'époque donc de la Nintendo 64, donc déjà ça commence à dater. Et il montrait du coup tu vois là on a fait ça et il commence à me raconter tout ça. Moi j'étais dans un autre monde. Du coup je me suis dit moi c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Et du coup, j'arrive au collège, donc je pense de plus en plus au dessin, à l'animation, aux jeux vidéo. Et en dernière année, en troisième, je rencontre un élève qui s'appelle Lucas Hansel, avec qui je deviens super copain. Il me parle de jeux vidéo, d'animation. Il a une culture énorme, vraiment un gros passionné. Et en fait, lui, il m'explique que son papa, du coup, est Michel Hansel.
Et Michel Ancel, en fait, c'est le papa de Rayman. Et c'est en fait c'est le créateur. Ouais, il y a un lien de ouf. C'est hyper cool, tu vois. Et lui il me dit bah mon papa lui il fait des jeux vidéo, donc c'est lui qui fait Rayman. Il a rencontré il y a pas longtemps Peter Jackson, enfin il y a quelques années pour faire King Kong, etc. Ouais. Du coup il me parle de ça, moi je me dis mais c'est trop bien, tu vois. Et en fait il me dit bah si tu veux, moi j'aimerais bien faire un jeu vidéo, on fait un jeu vidéo quoi. Et moi je dis mais on fait ça carrément. Et du coup, Lucas, bah, il fait des dessins, je fais des dessins en échange. Et en fait, à la fin de troisième, là, j'étais en train complètement d'oublier les études. Je me dis, moi, j'ai envie d'arrêter les études, et, tu vois, de faire du dessin. Et du coup, c'est pas ça qui s'est passé. Hein, peut-être que les parents entrent en jeu à ce moment-là, quand t'as 14 ans. Ouais, c'est ça. Bah, tu vois, je rentrais le soir, je dis, ah, je te rends compte, Michel Ancel, Peter Jackson, etc. Mes parents me disaient, bah, on sait pas trop qui c'est, quoi. Mais c'était rigolo. Et en gros, Michel Ancel était super ami avec Jacques Exertier, du coup. Donc, c'était un petit cercle. Et du coup, en fin de troisième, moi, je me dis, bah, j'aimerais vraiment développer ça, continuer avec le dessin. Et du coup, j'en parle avec mes parents. J'essaye de me renseigner un petit peu avec la fameuse conseillère d'orientation. Et la conseillère d'orientation explique qu'il y a une formation art appliqué qui s'appelait STDI2A. STD2A, un truc comme ça. Ouais, sciences technologiques, art appliqué. Et elle explique qu'il y en a un à Nancy et il y en a un aussi à Nîmes. Et en fait, que la sélection se fait sur les notes. Donc moi, je bosse à fond, etc. Et c'est vrai que c'est une bonne motivation. Hein. Si on te dit les notes vont vraiment jouer dans le fait de derrière faire du dessin et tout. C'est impressionnant. Parce que du coup, comme beaucoup d'élèves, l'école, moi, ça m'intéressait pas forcément. Et là, en fait, ça m'a mis vraiment un coup de motivation. Je me suis dit, si c'est possible de faire quelque chose de vraiment cool après... Ouais. C'est une sorte de quête à débloquer, on se dit il faut gagner des points et tout. Ouais. Donc j'ai sorti mon compas, ma règle, je me suis dit c'est parti, là, les maths, ça va bien le faire. Ouais. Et en gros, du coup, je suis allé aux portes ouvertes, donc c'était hyper sympa. Ils avaient, en fait, à Nîmes, c'était un long couloir avec beaucoup de salles en parallèle, et chaque salle, en fait, avait une thématique. Et du coup, il y avait des grandes planches au format raisin avec des dessins, etc. Et moi, je trouvais ça vraiment super, il y avait plein de couleurs. Et je me suis dit, vraiment, on fait ça. Et du coup, j'ai eu la chance d'être pris. Donc, par contre, c'était en internat. Donc, ça, déjà, c'était un peu dur de te dire, t'as 15 ans, tu vas partir en internat. Et, au final, je me suis dit, si c'est pour faire du dessin, on fait ça, quoi. C'est vraiment très positif. Et, j'arrive le premier jour et il nous explique qu'en fait, on est 90 et il y a que 3 garçons. Du coup, on pourra pas être en internat dans l'école. Il faudra être à 45 minutes, dans un autre internat. Donc là, je me dis, wow, déjà, c'est un contexte un peu particulier. Et du coup, on commence, donc on était 90, donc c'est vrai qu'il y avait beaucoup de filles, parce que vu qu'il y avait une sélection sur les notes, en fait, les filles sont beaucoup plus assidues et ils avaient fait une sélection que sur les notes. Du coup, il y avait vraiment très peu de parité. Donc c'était assez intéressant. Et donc, je commence cette formation. Donc la formation, en gros, c'était 2 fois par semaine. On avait 8 heures en fait d'art appliqué. Il y avait des matières générales qui sautaient, on avait beaucoup moins de mathématiques, donc c'était vraiment allégé. Et au niveau des arts appliqués, c'était assez spécial parce qu'en fait, c'était très orienté design, architecture d'intérieur. Ouais, c'est le genre de truc où tu t'y attends pas en fait. Quand t'entends art appliqué, t'as l'impression qu'il va y avoir le côté narration, machin, parce que tu sais pas que appliqué, ça veut dire les trucs dans la vie. Et c'est un peu une surprise, quoi. Ouais, franchement, moi, je vais pas te mentir, ça m'a fait un choc et je me suis dit, mais elles sont où les peg-bars, les disques d'animation, parce qu'on fait de l'anime, du scénario et tout. Et j'arrive, tu vois, premier jour, on nous donne une bouteille d'eau et on nous dit construisez une maison avec une bouteille d'eau, quoi. Et moi j'étais là comme ça et je voyais les autres élèves, c'est trop bien, ils sortaient les cutters, les machins, ils faisaient des petites fenêtres et tout. Et en fait moi j'étais, moi j'ai envie de dessiner, de faire du jeux vidéo et tout. Et en fait ça a été très difficile parce que du coup j'avais de très mauvaises notes vu que tu vois, quand on me disait, il faut faire, vous avez 8 heures, faites un packaging de pâtes. En fait, moi, j'avais du mal, tu vois. Je reproche rien à ça, hein. C'est ça, c'est juste pas la même approche. Voilà, c'est ça. Et par contre, dès qu'on avait, il faut avoir un projet créatif, raconter une petite histoire, parce qu'on avait quand même des exercices comme ça allait un peu mieux, mais c'est vrai que dès que ça t'intéresse pas et que tu dois faire 8 heures de quelque chose, c'est difficile, tu vois. Oui. J'ai souvenir aussi, une fois, on a eu une épreuve qui durait 8 heures. Il y a un professeur qui arrivait, il dit aujourd'hui, vous allez faire un format raisin, et il prend un mouchoir, il le broie comme ça,
et il en pose un sur chacun des bureaux. Il nous donne un énorme format. Il dit, bah voilà, vous avez 8 heures pour dessiner le mouchoir. Et si tu veux, moi, j'ai eu ce genre de truc à l'école d'art, moi. Donc, c'était déjà études et tout ça. C'est, tu dis, oui, je comprends le truc, mais moi, je préfère en faire plein de petites versions, etc., pour m'entraîner, quoi. Bon. Non, c'est ça, ou même, tu vois, ce qui était bien quand je parlais tout à l'heure à Artemius, c'est que quand j'étais plus jeune, on avait des exercices comme ça, où Sylvain Corentin, bah, par exemple, il ramenait une tâche. Donc, tu vois, il avait fait une grosse tâche sur une feuille, il l'avait scanné, il l'a donné à tout le monde et il dit, bah voilà, maintenant vous me créez un personnage à partir de cette tâche. Ouais, c'est déjà ça, j'avais. Bah oui, en fait, ça te pousse à créer. Et ce qui est très difficile, en fait, la création, c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et là, en fait, l'art appliqué, bah, c'était pas ça, c'était vraiment design. On avait des exercices de scénographie où il fallait mettre en lumière des pièces. Voilà, après, moi, je voyais les autres élèves, ils étaient passionnés, j'étais super content pour eux, et moi, ça me plaisait pas trop, quoi. Et du coup, j'ai fait les 2 ans en internat comme ça. En plus, l'internat, on avait été mis dans un internat où c'était les cas sociaux, tu vois. Et en fait, le premier soir, j'arrive à l'internat, ils étaient tous en train de faire de la musculation, ça sentait la marijuana partout dans les couloirs. Je me suis dit, oh là là, dans quoi je suis arrivé, quoi. Et il y avait des fenêtres qui étaient cassées. Je disais, c'est pas possible. Et en gros, j'avais un copain, lui, il avait sorti, parce que tu sais, on avait des grandes pochettes comme ça. Il avait sorti sa grande pochette, il avait commencé à faire ses exercices, puis il était parti se doucher. Quand il est revenu, il s'était fait déchirer sa pochette. Tous les dessins avaient été mis en morceaux, etc. Et donc là, on avait compris avec nos autres collègues qu'on pourrait jamais faire d'art appliqué à l'internat, quoi. Ouais. Donc on le faisait le week-end. Et quand on était à l'internat, on faisait rien, quoi. Tu pouvais pas avoir d'affaires, sinon tu te faisais voler. Donc c'est vrai que ça a été un contexte, tu vois, où c'était assez particulier. Ouais. Et j'avais un autre copain qui s'appelait Nance Verbrakel, du coup, qui faisait aussi art appliqué avec moi. Lui, il était passionné d'animation. Et un jour, il me dit, ah, tu connais les Gobelins? Et je dis, bah ouais, c'est une créature fantastique, tu vois. J'ai eu vraiment la réponse la plus frontale possible. Il dit, non, c'est une école. Et en fait, il m'a montré un petit court-métrage que tu connais sûrement qui s'appelle Pirates. Où c'est des pirates. Il marque celui-là. Il est très court, mais tellement dynamique dans tous les sens, machin, ouais. C'est ça, il y a une super mise en scène, les designs sont rigolos, puis il commence à être un peu âgé, mais il a pas perdu de son cachet, tu vois. Ouais. Et il me montre ça, et je me dis, mais c'est trop cool. Je lui dis, c'est Disney qui a fait ça. Il me dit, non, c'est des étudiants à l'école des Gobelins. Et là, moi, dans ma tête, je me dis, ok, nouvel objectif, c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Et je commence à chercher un petit peu sur Internet, et puis je tombe sur les fameux concours dont tu as pas mal discuté sur la chaîne, où à l'époque, tu pouvais télécharger tous les concours. Ça, c'était vraiment bien parce que on pouvait voir les exemples, voilà, il y a une fable, faites le storyboard, machin. Exactement. Moi, je me rappelle t'as Mowgli, et c'est fais-le monter un arbre, fais-le ramasser une pierre, des trucs comme ça. Et c'est vrai que maintenant ça n'existe plus parce que c'est des sélections avec portfolio et tout, c'est plus pareil. Ouais, c'est ce que mais à l'époque c'était un peu le truc, le stage commando, un petit peu de t'entraîner avec les 3-4 années d'avant pour ensuite passer le concours avec les centaines de personnes et tout. Ça devait être un gros truc. Hein. Bah, c'était extrêmement stimulant, surtout que du coup c'était honnête parce que tu savais ce que tu allais avoir, tu vois. Et la seule chose où tu espérais, c'est de pas avoir un quadrupède, tu vois. Ouais, là, c'est jamais animer un chien et en fait, du coup, j'ai téléchargé tous les concours, j'ai essayé de le faire. Et en fait, là, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout le niveau, quoi. Comme tu dis, effectivement, il y avait Mowgli à faire monter un arbre, mais en fait, tu vois, je n'arrivais pas dans mon cerveau à visualiser comment le faire. Et ça a été extrêmement frustrant, surtout que j'étais en dernière année et qu'il fallait après faire les études supérieures, tu vois. Et là, je me dis, mais comment je peux faire? Et en fait, tout de suite, j'ai repensé à Jacques Exertier, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui était lui directeur d'animation. Et je me dis, je lui envoie un message et je lui demande s'il peut m'aider. Non, ça faisait des années que je lui avais pas parlé. Et je lui envoie un message, je dis, voilà, j'aimerais bien me préparer au Gobelin. Est-ce que tu pourrais me conseiller, quoi? Et il me dit, écoute, si tu veux, je t'aide à te préparer. Et alors là, moi, je vois ça, j'étais vraiment hyper content. Et du coup, les week-ends, quand je rentrais de l'internat pour aller chez mes parents, en fait, j'allais le voir. Et il m'a formé, en fait, à l'animation. Et en gros, le premier jour, j'ai souvenir, je rentre dans la pièce, dans sa cuisine, il me dit, c'est trop cool, je connais les Gobelins, on va faire le concours ensemble et tout. Et il avait sorti des gros cartons avec des feuilles d'animation, des peg bars.
des documents qu'ils avaient scannés dans The Book The Illusion of Life, que tu connais sûrement, de Disney. Et en gros, il commence à m'expliquer les choses, il me donne des exercices pour faire rebondir des balles. Et moi, j'étais complètement happé, quoi. En plus, tu vois, quand tu vois un adulte faire de l'animation où il flippe du papier à côté de toi, tu dis, bah, un adulte qui fait ça, c'est possible. C'est possible, voilà. Ouais. Et franchement, c'était hyper bien. Ils montaient même des concepts qu'ils avaient fait sur Rayman ou, donc t'as vu des trucs aussi qui sont un peu planqués, quoi. T'as vu les coulisses. Ah ouais, c'était trop bien. Même des projets qui sont jamais sortis, etc. Enfin, tu vois, c'est que des choses pour te faire rêver, tu vois. Ouais. Et à chaque fois, moi, j'attendais toute la semaine pour que ça soit le samedi et qu'ils puissent me montrer ça. Et en gros, je suis arrivé au concours des Gobelins, donc j'étais vraiment hyper préparé. J'avais fait aussi un portfolio. Donc après, j'étais très préparé au niveau animation, mais en fait, au niveau artistique, j'étais extrêmement faible, tu vois. J'avais des grosses lacunes en dessin, et puis j'avais pas du tout d'univers. Et ça, c'est vrai que c'est deux trucs qu'il faut réussir à décorréler, le dessin et l'animation. On peut être, enfin, l'animation va forcément jouer aussi avec le dessin, mais on peut être très bon en mouvement et faire des trucs qui sont un peu inconsistants, etc. Mais pourtant, le mouvement marche, et ensuite, on doit beaucoup travailler pour avoir la forme, et d'autres vont être très bons en dessin, et le mouvement, ils l'ont pas du tout encore. Enfin, c'est vraiment deux trucs distincts, quoi. Ouais, bah je trouve que c'est hyper intéressant, et c'est vrai ce que tu dis, parce qu'il y a beaucoup d'animateurs qui ont besoin d'avoir un contexte de projet avec des designs, un turnaround, et ils vont pouvoir faire bouger les personnages de façon magnifique, tu vois. Et d'autres qui ont leur environnement. Mais moi, quand j'étais à l'école, on en parlera après, j'avais un copain qui savait pas du tout dessiner, mais qui animait vraiment super bien, quoi. Il avait un sens du timing. Du coup, il savait pas dessiner, donc il faisait des bonhommes bâtons à la place des designs qu'on avait à animer. Et toi, tu le regardais, tu dis, mais c'est pas possible, quoi. Il avait tout compris. Donc ouais, c'est vraiment deux choses différentes. Et du coup, pour en revenir, je commence, donc toujours mon copain Nantes, il me parle, tu devrais regarder sur Tumblr, il y a plein de gens des Gobelins qui ont des Tumblr. Et là, du coup, j'ai trouvé Ulysse Malassane, que tu connais sûrement, qui a maintenant fondé le studio La Cachette. Donc lui, à l'époque, c'était le plus jeune à avoir été rentré au Gobelin. Et j'avais trouvé aussi Hugo de Faucompré, là, qui a fait très récemment, il y a 1 ou 2 ans, Maman il pleut des cordes, là, qui a eu un super court métrage et qui a eu un bon petit parcours en festival. Et en fait, je les ai contactés tous les deux, ils ont été hyper sympas, ils m'ont donné plein d'astuces, ils m'ont expliqué plein de choses. Et Hugo de Faucompré, j'avais trouvé super parce qu'il m'a expliqué que oui, en fait, je savais animer, mais en fait, il fallait aussi développer un univers artistique. Ça veut dire que les Gobelins, ce qu'ils aimaient bien, c'est quand tu avais une personnalité, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'avais 17 ans, j'avais un peu de mal. J'avais pas du tout d'univers, quoi. Mon portfolio, il était un peu insipide, tu vois. Ça aurait pu être un portfolio fait, qui était chirurgical. Mais c'est vrai qu'il y a un peu le côté paradoxe de, à la fois, faut que tu aies une sorte d'univers, une façon de faire les choses et tout, et en même temps, il faut que tu sois malléable pour pouvoir animer n'importe quoi. Donc il y a un peu ce truc-là au Gobelin où c'est très très technique, mais en même temps, chaque film a quand même un univers vachement différent, des fois au niveau artistique, mais t'as quand même une sorte de style qui se dégageait de l'ensemble, en fait. On est bien d'accord. Et c'est aussi pour ça, je pense que là, comme tu le disais, ça a changé. Mais à l'époque, ceux qui rentraient au Gobelin, ils étaient quand même assez âgés. Ils avaient eu le temps d'avoir une certaine maturité. Certains avaient fait des préparations avant, d'autres écoles. Il y en a même certains qui avaient déjà travaillé. Et en fait, ils arrivaient à l'école avec vraiment une très grande maturité artistique, quoi. C'est pour ça, en fait, quand toi, tu sors du lycée, c'est très difficile d'avoir une maturité artistique, quoi. Je pense que c'est juste pas possible. Il faut juste avoir des pistes et voir à peu près, essayer des trucs, mais tu peux pas avoir trop non plus de bagages, quoi. C'est obligé. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et puis, je pense que ça va évoluer parce que comme tu disais maintenant, tu vois, il faut un Tumblr pour entrer au Gobelin. La technologie a bien évolué, hein. Nous, à notre époque, tu vois, les Cintiq, avoir un iPad, avoir un ordinateur avant 18 ans. Enfin, je sais pas pour toi, mais il y avait pas tout le monde qui avait ça, tu vois. Moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui avait une Cintiq quand j'étais au lycée. Là, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes un peu plus jeunes qui maintenant, à 12-13 ans, ils ont déjà un iPad, ils sont déjà sur Calipay ou en train d'animer, et c'est très surprenant, quoi. C'est vrai que c'est vraiment cool de voir ça, et aussi, c'est aussi pour ça que je fais la chaîne, et puis l'outil, c'est de commencer le plus tôt possible, parce que tu vas te foirer le plus tôt possible. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à animer assez
tôt finalement, mais avec des petits trucs. J'avais un petit ordi, c'est les notebooks, des trucs qui coûtaient quelques centaines d'euros. Et avec une tablette Wacom, c'était un petit truc je crois que c'était 90 € à l'époque. J'avais vraiment tout ce que je pouvais pour l'avoir, quoi. Et ça dure 10 ans, ces trucs. Et quand je l'ai vendu, elle marchait encore au bout de 10 ans et tout ça. Donc t'as commencé super jeune, toi, à animer? En gros, quand j'étais au collège, donc vers la 5e, j'ai fait un début de court-métrage, donc j'ai fait un storyboard, un animatique. Comme j'ai bouffé plein de making-of, en fait, avec les DVD, c'est trop je me suis dit, il faut faire, tu fais ton scénario, après tu fais ton storyboard, après tu le mets dans un logiciel de montage. Donc j'avais un peu tous les principes, quoi. Et après, comme c'était en 3D, j'ai arrêté au niveau de l'animation. Je me suis dit, je sais pas modéliser un perso et l'irriguer. Ça fait déjà 2 ans que je suis dessus, je vais passer à autre chose. C'est impressionnant, franchement, au collège, ça. Ça, en fait, c'était, je l'avais expliqué dans certaines vidéos et tout ça, mais j'ai eu une sorte de déclic avec ma prof d'art plastique. Le fait qu'elle m'ait passé Blender, en fait, sur un CD. Et donc, je me suis dit, t'as Blender, t'as un tutoriel qui te dit comment ça marche, et t'as un film qui a été fait avec Blender. Donc là, en fait, dans ton ordi, tu peux faire des films. Et ça m'a un peu débloqué le truc. Moi, pour te dire, au collège, je pense que mes parents avaient un ordinateur, mais je n'avais jamais touché à un ordinateur. Et je sais pas si tu te souviens, en 3e, tu as un test pour savoir être capable d'utiliser un ordinateur. Ah oui, le B2I, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, le B2I. Pour te dire, je l'ai échoué. Ce test-là, c'est pour te dire le niveau que j'avais sur un ordinateur. J'ai dû le repasser après. En fait, j'avais jamais utilisé d'ordinateur. Et la première fois où j'ai vraiment touché à un ordinateur, c'était à la fin du lycée, quoi. Donc c'était catastrophique. Et du coup, pour en revenir au Gobelin, donc je passe le concours. Donc à l'époque, c'était dans le grand hangar. Là, c'était impressionnant. J'ai jamais vu du coup, mais j'en ai entendu tellement parler. Pour moi, c'est un truc, c'est un peu ça fait un choc au cerveau, tu vois, ça a l'air incroyable. Ah ouais, c'est super bizarre. En fait, c'est, tu vois, des personnes d'âges différents, qui viennent d'endroits complètement différents, et tout le monde est réuni pour la même passion, tu vois. Donc déjà, c'est super cool. Parce que ce qui est intéressant, tu vois, t'as l'examen qui est très intéressant, mais après, t'avais la discussion avec tous les gens. Certains qui disaient qu'ils avaient fait 2 heures de vélo pour venir ici, pour pouvoir passer le concours, et d'autres qui disaient, moi, j'ai déjà travaillé dans des studios, donc tout le monde était là, bon, mais c'est trop bien. Et le concours, c'était énigmatique, quoi. Ouais. Et du coup, en fait, le concours écrit s'est très bien passé. Donc, j'ai été sélectionné pour l'oral. Et en fait, quand je suis arrivé à l'oral, j'avais préparé mon portfolio. Moi, j'étais hyper motivé, etc. Et je présente tout. Donc, à l'époque, il fallait faire un storyboard pour présenter un petit court-métrage. J'avais fait quelque chose d'assez simple où c'était Batman et Superman qui faisaient un battle de danse pour savoir qui était le meilleur. Donc, tu vois, j'avais essayé de faire quelque chose d'un peu rigolo. Et en fait, ça s'est très mal passé, l'entretien oral, où ils m'ont expliqué, en fait, que je n'avais pas de personnalité. Mais ça veut dire que tu avais passé déjà la partie écrite, la partie dessinée, etc. L'écrit, en fait, grâce à Jacques Exertier qui m'avait vraiment bien préparé, je pense que sur la partie animation, j'avais fini dans les 7 premiers du classement. Et ensuite, la partie storyboard, donc on avait une fable avec des souris. Ça, j'avais fini moins bien classé, mais ce qui avait fait que j'étais passé à l'oral. Ok. Et après, ils t'ont cassé là-bas pour le côté univers, en fait. Ah ouais, franchement, ça m'a fait du mal. Ok. On me dit, on est désolé, mais en fait, Alexandre Blin, il n'a pas d'univers, quoi. Et en fait, moi, ça m'a mis tellement un coup, si tu veux, parce que moi, j'étais parti pour faire les Gobelins, ça m'a vraiment mis un coup. Et en gros, ils m'ont dit, mais donc t'as du potentiel, mais en fait, il va falloir que tu travailles vraiment le côté artistique parce que pour qu'on sache un peu plus qui tu es. Et donc, je suis rentré, j'étais complètement triste de ce qui venait de se passer. Et en fait, à la suite, je me suis fait refuser dans tous les DMA d'animation, etc. Ce qui fait que je suis arrivé, en fait, après le bac, j'avais rien. J'avais vraiment absolument rien. Et du coup, ma maman me dit, je connais quelqu'un qui a fait l'ESMA, donc, qui est l'école supérieure des métiers artistiques. Qui était que à Montpellier, je pense, à ce moment-là. Qui était à Montpellier, donc qui est une école privée et qui est spécialisée dans la 3D et les effets spéciaux. Et du coup, donc les entretiens étaient déjà passés. Et ma maman dit, tu prends le téléphone, tu les appelles et tu vois si c'est possible, quoi. Ouais. Déjà, ça c'était dur. Grosse épreuve. Ouais, grosse épreuve. Donc j'appelle, je dis bonjour, je me présente, je dis que je leur explique que j'ai eu un petit problème de parcours et je voudrais savoir s'ils veulent bien que je leur présente mon portfolio, quoi. Donc elle me dit, y a pas de problème, viens cet après-midi. Donc j'y suis allé
Je montrais le portfolio à la dame qui était en charge du recrutement, entre guillemets. Elle m'a dit, bah, c'est super, bah, tu peux commencer en septembre, quoi. Donc, bienvenue à l'école. Donc là, j'étais content. Je ne connaissais pas trop ce qu'il faisait. Et du coup, on commence l'ESMA, donc qui est une école, à l'époque, c'était en 3 ans. Et c'est vraiment une école 3D d'effets spéciaux. Et je me souviens, la première semaine, du coup, il nous explique, on dit, bah voilà, on va apprendre à modéliser, à faire de la texture. Et moi, je regarde ça, je me dis, mais de quoi il parle, quoi? Ouais, il est où le dessin? Ouais, il est où le dessin, là? Et il dit, bah voilà, donc ce soir, il faut vous modélisiez quelque chose. Donc en cours, il nous montre comment modéliser une chaise. Donc c'était dans Maya, que tu connais aussi. J'ai jamais touché, mais ouais, je suis très Blender voilà, de mon côté, mais je vois, bah, c'est le moi, gros standard, quoi. Ouais, j'utilise de plus en plus Blender, qui est vraiment super, surtout que les dernières mises à jour sont assez proches de Maya. Ouais. Il y a eu une grosse mise à jour il y a 3 ans, là, où ils ont tout refondé, où tu peux scaler aussi les UI, là, c'est hyper cool. Ouais, c'est un truc de fou. Et justement, ça fait partie aussi de ce truc accessible. J'aurais pas touché à la 3D s'il y avait pas eu un truc gratuit qui était là. Enfin, on peut vraiment les remercier. Parce qu'en plus, ils continuent de le développer, ça devient de plus en plus puissant. Et chaque année, ils font des courts-métrages, tu sais, où tu peux voir là, là, ils en ont sorti un qui est mélange 2D, 3D. Et c'est la première fois qu'ils font un truc super cartoon et tout. Et ouais, c'est trop bien. Moi, je trouve ça vraiment génial. Et tu vois vraiment, je sais pas si tu te souviens, il y a eu l'animation avec le gros lapin. Ouais, Big Bug Bunny. Ouais. Enfin, donc tu vois, ouais, c'est ça, Big Bug Bunny. Et l'évolution entre ça et ce qu'ils font aujourd'hui, c'est extraordinaire. Il y a de plus en plus de studios qui l'utilisent en plus, c'est vraiment cool. Et du coup, à l'ESMA, donc c'était vraiment 3D. Moi, j'étais complètement à l'ouest. Pareil, à un moment, ils nous disent, bah voilà, donc sur vos ordinateurs, il faut télécharger Maya, etc. Et je lui dis, mais du coup, vous nous les donnez, les ordinateurs? Et là, il y a tout le monde qui a rigolé, tu vois. Il dit, bah non, il faut, enfin, vous êtes censé avoir un ordinateur, tu vois. Donc, je rentre le soir, je dis à mes parents, bah, il faudra un ordinateur, mais j'étais complètement largué, quoi. Ah ouais. Bah, surtout que c'est des écoles qui sont déjà chères au départ et tout, et c'est toujours, tu vois que ça s'accumule derrière, en fait. C'est une fortune. Moi, j'ai eu de la chance que mes parents puissent me la payer, donc ça, je les remercie beaucoup pour ça. Mais à l'école, il y avait beaucoup de personnes qui ont fait des emprunts pour pouvoir se payer l'école et qui aujourd'hui même, alors que ça fait 7 ans qu'on en est sorti, continuent de le payer. Et même, il y a d'autres personnes qui ont fait des emprunts pour l'école et qui ont arrêté en cours de route aussi. Bah c'est ça, parce que tu peux faire un emprunt 1 an et en fait derrière, bah tu peux pas en avoir un autre. Ou moi je sais que c'est ce qui m'a bloqué pour. J'ai pas tenté les concours d'animation. C'est ça. Je me suis dit je vais pas tenter le truc parce que même si j'y arrive, ben soit mes parents sont dans la merde, soit je dois faire un emprunt en plus machin. De toute façon les parents auraient pas pu mettre quoi que ce soit, je pense, pour que ce soit complet. Donc il aurait fallu avoir un emprunt quoi qu'il arrive. Et je voulais pas commencer avec un emprunt comme tu dis. Tu commences le boulot et tu te dis bah il y a une bonne partie de ce que j'ai qui part juste pour rembourser le truc. J'avais pas envie de ça. Non, mais je te comprends. C'est vrai qu'on a là-dessus, il y a vraiment une sélection sur l'argent. Hein. Mais c'est pour ça que tout ce qui est DMA, etc., c'est quand même une chance d'en avoir parce que ça permet d'étudier l'animation et c'est public. Après, malheureusement, il faut qu'il y ait un DMA qui soit accessible parce qu'il n'y en a pas énormément en France. Et dans tous les cas, ça veut dire qu'il faut que tu prennes un appartement pour pouvoir faire un DMA et ça coûte cher un appartement quand t'es étudiant. Ouais. Mais enfin, je pense qu'on en parlera plus tard. Moi, quand j'étais au Canada, je bossais avec des personnes qui avaient fait leurs études aux États-Unis. Ils avaient 28 ans, ils avaient emprunté 55 000 euros, quoi. Donc, ils étaient endettés de fou. Tu t'es dit. Aux États-Unis, c'est la base d'être endetté. Terrible. Ouais. C'est terrible. Hein. Franchement, on te dit, t'as 30 ans, tu dois déjà 60 000 euros, ça te calme, quoi. Ouais. Et du coup, bah, on fait l'ESMA, donc je me forme de plus en plus à la 3D. On avait la chance quand même d'avoir 2 heures d'animation 2D. Quand même. Donc il y avait quand même du papier, des PECVAR, et c'était le cours le plus intéressant. Et on avait 1 heure d'illustration. Donc c'était illustration traditionnelle où on avait des thèmes. Souvent, tu vois, c'était de faire un carnet, on devait faire du sketch de notre vie courante. Et de toute façon, vu que c'est une école 3D qui fait du court-métrage au bout, il faut qu'il y ait une direction artistique, qu'il y ait des concept art, il faut quand même qu'il y ait du dessin à un moment donné. Exactement. Et c'est même très surprenant parce que il y en a beaucoup, enfin, il y a 90% des gens qui ne savent pas dessiner, qui ne veulent pas dessiner. C'est vraiment, ça veut dire que tout ce qui est fait en fin d'année, c'est hyper bien organisé parce qu'à chaque fois, il y a quand même une personne dans le groupe qui est passionnée par le développement du visuel. Ouais. Et qui se dit la 3D c'est pas mon truc et je peux quand même exister dans l'école. Exactement.
Et après, il y a des personnes qui aiment vraiment bien les deux. Moi, c'est ce que j'ai trouvé aussi intéressant. Ça veut dire que j'ai des amis qui font du développement visuel aujourd'hui et qui continuent de faire de la 3D et qui même parfois font des concepts en 3D. Donc, c'est vraiment le niveau au-dessus. Et du coup, donc je continue ça. En fin d'année, je rencontre un copain qui s'appelle Félix Ferrand et qui lui, en fait, faisait du digital painting. Et du coup, parce que nous, tout était sur papier ou en 3D. Et lui, il avait une petite Cintiq. Et du coup, je lui envoie un message. Je dis, est-ce que tu pourrais me montrer comment tu fais? Et du coup, il avait une toute petite Cintiq 12 pouces. Je sais pas si tu te souviens, les 12 X. Et en gros, il faisait du digital. Du coup, il m'a montré. Là, je me suis dit, c'est hyper cool. Et il me dit, voilà, ça se peut faire du concept art. Et là, je me dis, quand même, dans la 3D, t'as cette branche concept art que je connaissais pas du tout. Et on passe la deuxième année. En fait, en fin de deuxième année, il faut faire un stage. Et du coup, moi, j'étais à faire un stage dans la 3D, ça m'intéresse pas trop. Et du coup, je côtoyais toujours mon ami qui s'appelle Lucas Ansel, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était au collège. Et je lui envoie des messages et lui, il me dit, si tu veux, moi, je fais un stage à Wildship. Donc c'est un studio que Michel Ancel a créé en parallèle d'Ubisoft pour faire des licences un peu plus indépendantes. Il dit tu prépares un petit portfolio et tu leur présentes et on voit ce que ça donne quoi. Et du coup donc je prépare vite fait un portfolio avec des dessins, du digital painting. Du coup j'avais une petite tablette comme toi la bambou que mes parents m'avaient offerte où j'ai pu commencer le digital painting. Et donc je vais voir une dame qui s'appelle Céline Tellier, qui était la directrice artistique du studio Wildship. Elle me dit, cool, tu feras ton stage ici. Du coup, je fais le stage là-bas. Donc, elle me dit, tu vas faire de la 3D, en fait. Moi, j'étais là, mais non, je voulais faire du concept. Elle me dit, on fait un deal. Tu fais un peu de 3D et tu fais un peu de concept. Et je dis, d'accord. Et du coup, c'était assez cool parce qu'elle m'a dit, voilà, on aimerait bien qu'au bout de 2 mois, tu aies designé un personnage pour le jeu vidéo. Donc, le jeu s'appelait Wild, où c'est des personnages qui sont dans un environnement infini, et c'est des chamans, etc. Et c'est vraiment, c'est très proche de la nature, c'est-à-dire que les chamans peuvent se réincarner en un serpent, puis tu te déplaces, etc. Donc c'était assez cool. Et du coup, j'ai dû designer un enfant, j'ai dû le modéliser, le faire en texture, et ensuite le mettre dans le moteur et le tester dans le moteur de jeu. Donc ça, c'était trop cool. Ça veut dire que sur chaque poste d'ordinateur, t'avais c'était une PS4, je crois. Et t'avais ta petite manette et en gros tu faisais ton truc et puis tu le lançais dans le moteur de jeu puis après tu jouais ton personnage, tu voyais ce qui marchait pas et tout. Et en fait dans ce studio donc qui était un tout petit studio, j'ai rencontré 2 personnes. Donc il y avait quelqu'un qui s'appelait Christophe Messier et qui était concept artiste, qui a bossé du coup sur beaucoup de jeux d'Ubisoft et il faisait des concepts hyper chouettes. Tu vois, il faisait des choses comme ça. Du concept couleur, trait. Et moi, ça, j'avais jamais vu. Ça veut dire que c'était la première fois que je voyais. Je me suis dit, c'est trop, trop cool. Et il y avait Christophe Messier et il y avait aussi le superviseur animation qui s'appelait Nicolas Guérou. Et en fait, Nicolas Guérou, c'est un des animateurs sur Pirates. C'est le court-métrage des Gobelins. Et en gros, du coup, j'ai énormément discuté avec eux. Et Christophe Messier, lui, il m'a montré, quand tu fais un concept, tu fais comme ça. Et en fait, ça m'a vraiment super inspiré. Nicolas aussi m'expliquait comment dessiner, il me corrigeait mes concepts. Et du coup, j'alternais entre la 3D et la 2D. Et il y avait aussi Michel Ancel qui venait qui était là les après-midi. Et en gros, donc, c'était son studio. Et c'était hyper cool parce qu'il me disait, j'aimerais bien que tu designes. Je vais te montrer, je pense que j'avais mis quelques concepts. Donc ça, c'est ce que j'avais fait à Wild. Donc j'ai pas tous les dessins, je les avais mis en planche pour faire un portfolio. Mais en gros, il me dit j'aimerais bien que tu fasses des designs de chamans, des choses un petit peu étranges, complètement atypiques. Et du coup, c'était hyper chouette parce que je me retrouvais donc le matin, je faisais de la 3D, j'étais un peu un ronchon et l'après-midi, je faisais du concept avec tout le monde, c'était trop bien. En même temps, faire de la 3D, ça a dû aider aussi, sur certains trucs parce que je sais que de mon côté, modéliser, etc., même si j'ai pas encore fait vraiment de trucs organiques, mais ça me permet de mieux comprendre aussi la gestion de certaines formes dans l'espace, des trucs comme ça, quoi. Mais aujourd'hui, en fait, même si tu travailles dans la 2D, je pense que ce n'est plus possible de ne pas connaître la 3D. C'est extrêmement compliqué, surtout si tu veux si quelqu'un veut faire de la réalisation ou quelque chose, ou même du concept, parce qu'on va en parler tout à l'heure.
moi, quand je suis arrivé et que j'ai fait du concept, par exemple, sur Bob l'éponge, etc., ils nous demandaient de faire des refs en 3D. Donc, ça veut dire qu'il fallait faire tu faisais un design et c'était pas juste tu fais le design et tu l'envoies à l'autre département. C'est tu fais un design, tu fais un blocking en 3D et ensuite tu l'envoies à l'autre département. Donc, je suis vraiment d'accord avec toi. J'ai vraiment beaucoup et très longtemps râlé sur la 3D. Ouais. Mais en fait, c'est hyper utile, ouais. Bah, ça fait partie de la palette d'outils qu'on peut avoir. Je sais que pour faire du concept, on peut très vite mettre même sans forcément modéliser complètement, mais mettre des petits blocs, des trucs comme ça. Exactement, tester des angles de caméra et tout. Je galère quand même pas mal à faire ça sans 3D, quoi. Ouais, bien placer sûr, des éléments dans un décor, c'est chaud en vrai si t'as pas ça. Ouais, c'est hyper dur. Mais en vérité, même à Disney, ils le font. Ça veut dire que aujourd'hui, tout le monde, entre guillemets, sait dessiner quand t'es concept artiste ou que tu dessines, tu sais faire une perspective. Mais en fait, faire une perspective, c'est long, c'est minutieux. Et parfois, si tu te dis, bon, le temps, il vaut mieux que je le passe à créer, à faire un beau rendu, ou alors à faire une perspective, bah, très rapidement, tu te dis, peut-être ça vaut le coup que je fasse une maquette en 3D. Comme ça, j'ai ma perspective, je peux placer ma table, etc. Puis je redessine par-dessus, et puis après, je pousse l'image pour que ça soit super cool, quoi. Ouais, mais ça, effectivement, c'est hyper complémentaire. Et du coup, donc j'ai la chance de faire un peu du concept. Donc j'ai fait beaucoup de ce qu'ils appelaient des shelters. Donc c'est des endroits où le petit chaman pouvait aller. Donc je fais un peu de concept. Donc je finis le stage et une fois qu'on finit le stage, j'arrive en dernière année de l'ESMA et il faut faire le court-métrage. Et en fait, le court-métrage, je dis bah moi du coup j'aimerais bien faire le concept art si c'est possible. Et du coup sur le court-métrage de fin d'année, j'ai fait le concept. Donc c'était très difficile, hein. Honnêtement, j'étais pas encore du tout à jour. Donc ça, par exemple, c'est des concepts que j'ai fait pour le court-métrage de fin d'études. Je vais le montrer après un peu. Donc qui était en 3D. Donc ça se passait dans une rame de métro. Et il y avait beaucoup de personnages. Donc là, par exemple, c'est le color script que j'ai fait pour le court-métrage de fin d'études. Là, c'était la rame de métro où tout se passe. Là, c'est tous les designs, du coup, des différents personnages. Bon, ça commence à être un peu vieux parce que ça, c'était en 2016. Début d'année 2016. Ça, c'était pour le générique de fin. Donc ça, c'est la couverture. Ça, je me rappelle bien de l'affiche. Ouais. Ah oui, tu as déjà vu. Et du coup, le film, je pense que je l'ai vu, mais en tout cas, l'affiche, c'est sûr et certain que... L'affiche, ouais. Et bah, du coup, c'était assez sympa parce que l'affiche, donc, j'avais fait un concept art. Et ensuite, c'est moi qui ai placé tous les personnages en 3D. Donc, j'avais mon collègue Lucas Germain qui lui a fait le lighting. Puis, en fait, il y a beaucoup de compositing, de dessin, de rajouter. Donc, c'était assez complémentaire, quoi. Et du coup, effectivement, j'ai oublié de le mentionner, mais on était à plusieurs sur ce court-métrage. Ça veut dire qu'à l'ESMA, en dernière année, il y a des groupes de 5 ou 6. Ça a peut-être changé, ça. Mais du coup, on était vraiment en groupe avec chacun et une force différente. Donc, moi, j'étais plutôt dans la partie graphique. Lucas Germain, lui, faisait plutôt tout ce qui était lighting, surfacing. Donc, ça veut dire l'éclairage. Donc, en 3D, quand on met l'éclairage, et le surfacing, bah, c'est les textures des personnages. Christophe Gigot, lui, faisait tout ce qui était groom et close. Donc, groom, c'est tout ce qui est poils, les cheveux. Donc, parce qu'il faut construire les coupes de cheveux. Et le close, bah, quand un personnage bouge, on a tous les vêtements qui bougent aussi. Jade Guibaud, elle a fait le storyboard pour ce court-métrage et elle a fait du rigging aussi. Donc le rigging, en gros, c'est quand on a les personnages qui sont modélisés, on met l'ossature pour pouvoir les animer. Andreas Müller, lui aussi, il faisait du lighting et du surfacing, et Simon Pukulek, lui, il faisait aussi du rigging et il était plus au niveau du visage aussi, bah comme Jade aussi. Donc voilà, chacun était vraiment très complémentaire, donc c'était assez sympa. J'ai peut-être d'autres concepts. Donc ça, c'était une affiche qu'il y avait dans le film, c'était un peu cheesy. Ça, c'était les premières recherches de couleurs. Beaucoup de color script, ça c'était aussi une autre affiche qu'il y avait dans le film. Ça, encore une fois, on le répète à chaque fois, mais tout ce qui est dans un film d'animation doit être créé, quoi. Donc même s'il y a juste un carreau de carrelage qui est mis de côté avec un motif, il faut qu'on sache à quoi il ressemble, il faut qu'on teste des trucs et tout. Exactement. Donc c'est très long à faire.
C'est pour ça que ça coûte aussi très très cher de faire un film parce que il y a rien qui est au hasard quoi. C'est comme tu dis, tout doit être contrôlé, réfléchi. Et du coup, donc ce court métrage, on l'a fini. Ça a plutôt bien marché parce qu'il avait été nominé au Student Academy Awards. Donc en gros, il y a les Student Academy Awards, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est les Oscars mais pour les étudiants, on va dire. Et donc il avait eu une nomination, donc ce qui était très surprenant pour tout le monde, mais ça a été vraiment un parcours intéressant. Donc malheureusement on n'a pas gagné, mais c'était vraiment sympa de créer un projet, que le projet plaise et une suite en fait. Ça c'était vraiment chouette. Ah ouais, mais c'est clair, avec une nomination, c'est un truc, c'est un gros truc. Hein. Ouais, c'est vraiment un gros truc. C'est vrai qu'on se rend pas compte. Et du coup, en dernière année de l'ESMA, bah, on parle de plus en plus, bah voilà, l'école est bientôt finie, il va bientôt falloir trouver du travail. Et moi, j'étais toujours très orienté graphique et je me dis, bah, en fait, j'ai envie de travailler dans du concept, mais pour de la 3D, mais j'ai plus envie de faire de 3D. En fait, ça ne m'intéresse pas trop. Et quelques mois avant, je me dis, bah, il faut que je fasse un portfolio pour avoir de la crédibilité, en fait, pour pouvoir vraiment dire, bah voilà, je veux faire du concept. Et c'est toujours un défi aussi les portfolios de sortie d'école parce que t'as vite fait de juste mettre tes exercices d'école et à ce moment-là c'est un peu générique. Il faut quand même réussir à mettre des choses différentes et tout. Et ben c'est effectivement à Wild, c'était la première chose qu'il m'avait dit parce que j'avais fait un petit portfolio pour pouvoir rentrer en stage et elle m'avait dit, Céline m'avait dit, si tu veux un conseil, fais des projets personnels parce que tout ce que tu fais à l'école ne te sera pas utile. C'est utile pour apprendre, mais ce n'est pas utile pour après trouver du travail. Donc ça confirme ce que tu dis. Et en gros, du coup, j'ai fait un portfolio. Donc les 6 mois avant de sortir de l'école, je me dis vraiment là, il faut que je me mette à fond, que j'ai un portfolio qui soit crédible. Et tous les soirs, en fait, donc la journée on bosse sur le film, le soir je rentrais et je me mettais à faire du digital, mais je bossais vraiment beaucoup, quoi. Je bossais toute la soirée dans l'objectif d'avoir un portfolio qui soit cool à présenter à la sortie de l'école. Et en gros, à l'époque, il n'y avait pas énormément de tutoriels comme je trouve il y a aujourd'hui sur YouTube pour pouvoir peindre. Moi, j'avais découvert les tutoriels d'un monsieur qui s'appelle Ryan Lang, donc qui est toujours concept artiste à Disney et aussi pour Marvel aujourd'hui. Et il faisait des tutoriels sur Gumroad où il apprenait comment peindre un personnage ou comment peindre une image. Et il donnait ses brushes et il expliquait tout le process. Et en gros, à partir de ça, bah moi, j'ai changé ma façon de travailler. Et j'ai appris grâce à lui, je me suis mis à faire beaucoup plus de personnages, des images en couleur. Et l'un des trucs qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que tu prends des choses qui existent pour en faire un autre design et tout ça. Donc c'est ce qu'avait dit Lou, donc dans une interview avec Lou Boucher, où il disait qu'il avait pris par exemple Célestine et qu'il avait animé pour faire son exercice. Comme si, voilà, en gros, on fait comme si on avait été sur une prod, même si on n'a pas été. Comme ça, on voit un petit peu comment on est dans la réalité, on va dire. Du concret si j'avais fait un projet, ça aurait été ça, quoi. Bah ça, c'est vrai que t'as raison de le mentionner parce que c'est un point important. En fait, il faut contextualiser. Ça veut dire qu'il faut pas arriver à quelque chose qui ne peut pas être utilisé dans une production. Moi, j'ai fait vraiment le portfolio comme si on avait par exemple bossé sur Spirou et Marsupilami, ça aurait été un concept qui aurait pu être utilisé pour modéliser le personnage en 3D. Donc c'était vraiment ça. Pareil, j'avais fait des concepts. Si on devait modéliser une pièce, par exemple, voilà un concept qui peut être utilisé par des modeleurs et même par du surfacing, donc ceux qui font les textures pour faire cette pièce. Et quand on dit faire des projets perso, c'est pas forcément des choses de A à Z, hein, c'est vraiment sur la partie qui nous intéresse, se mettre dans la place de je fais le concept pour tel projet. Faut pas se dire qu'il faut le modéliser derrière, etc. si on veut faire du concept, quoi. Non, voilà, il y a vraiment se faire plaisir, donc on fait des dessins pour le plaisir, on peut le mettre sur Instagram, et ensuite il y a faire des dessins dans l'objectif de quelque chose. Si on fait des dessins dans l'objectif de trouver par exemple un travail en tant que concept artiste, il faut que les concepts, ça soit du concept art et que ça soit utile en fait. Et il faut vraiment répondre à une demande. Donc c'est ce que j'avais vraiment essayé de faire quand j'ai fait le portfolio. Donc j'ai fait un petit peu de tout, j'ai montré que je pouvais faire du personnage, dessiner des props, faire du rendu, qu'on appelle, c'est quand on peint pour montrer les différents matériaux, etc. Donc voilà, j'avais fait pas mal de choses et donc ça, c'était un petit portfolio que j'ai imprimé. Et quelque chose de très bien à la fin de l'ESMA, c'est qu'il y a une journée où ils invitent les recruteurs de plein de studios.
Oui. Et en gros, ça permet aux gens de trouver du travail sur cette journée. Donc ça veut dire que tout le monde monte sa démo. Donc moi j'avais un portfolio. Et en gros, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Jérémy Desgrusson, donc qui était réalisateur pour N-Wave, donc qui est un studio belge. Et autant toutes les autres personnes à qui j'avais montré mon portfolio, il y a beaucoup de studios qui se sont moqués, qui m'ont dit mais t'as fait des études en 3D, tu nous montres un portfolio en 2D, enfin c'est ridicule. J'ai souvenir, il y a des personnes qui m'avaient vraiment fait des commentaires amers. Et en fait, lui, c'était la dernière personne de la journée que je vois, et je montre mon portfolio, et puis il le regarde comme ça, et je trouve qu'il faisait une drôle de tête. Il avait vraiment le visage crispé et tout. Tu te dis, il va me tailler aussi. Ouais, je lui dis, bon, c'est la dernière personne. Je dis, vas-y, c'est bon, je suis prêt après tout ce que j'ai vécu. Et en fait, il me regarde et il me dit, c'est très sympa ce que t'as fait. Moi, je pense que tu peux vraiment trouver un poste à N-Wave, quoi. Je dis, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais beaucoup faire du concept art, quoi. Il dit, moi, vu ton portfolio, je pense que tu pourrais carrément faire de la direction artistique. Et là, je le regarde, je lui dis, c'est peut-être un peu ambitieux pour... Normalement, c'est après. Quoi. Ouais, normalement, on fait d'abord du concept et tout, ensuite on est assez expérimenté. Ouais. Et des fois, on n'est pas du tout directeur artistique, jamais aussi, quoi. Ouais. Et puis, c'est vraiment très différent. On va avoir l'occasion d'en parler après. Donc voilà, donc ça, c'est le portfolio que je lui ai montré. Mais il est vraiment très complet, en gros, parce qu'il y a souvent la question un peu de quelle taille fait un portfolio. Il n'y a pas de règle spécifique non plus. Il n'y a pas de règle, ouais. Il y a un peu le côté, il faut pas que ce soit trop long. Et là, il est quand même super long. Mais donc, t'as dû équilibrer quand même pour que ce soit toujours un petit peu différent, etc. En fait, voilà, c'est ça. Moi, j'avais structuré le portfolio déjà pour montrer la capacité de faire du personnage, la capacité de faire des peintures de personnages qui ressemblent à de la 3D pour que ça puisse être utilisé, de faire des designs d'environnement avec ce qu'on appelle des props. Donc, il y a le set environment, c'est par exemple une pièce, et les props, c'est les objets qu'il y a dans cette pièce. Et ensuite, il y a tout ce qui est couleur, où on fait un rendu d'image, on fait le color script aussi. Donc tout ça, dans le concept art, ce sont des départements qui sont séparés. Et moi, vu que je ne savais pas si j'étais capable de rentrer en personnage, en set, etc., j'ai fait un petit peu de tout pour avoir un large panel à montrer. Aussi, j'avais pris en compte que mon portfolio était en papier. Et en fait, quand tu as un livre papier, ça va beaucoup plus vite de tourner les pages que quand tu as un PDF que tu scrolles. Donc, je m'étais permis comme ça, tu reviens sur des trucs et tout, c'est plus fluide. C'est ça. Et aussi, malheureusement, la quantité donne aussi de la crédibilité. Ça veut dire que moi, si j'étais arrivé, je leur dis, je fais une étude en 3D, mais je veux faire du concept art. Si j'avais 5 pages de portfolio, j'aurais pas eu forcément la crédibilité que j'ai eu là avec quelque chose de très étoffé et du color script des personnages. Donc ça, par exemple, d'où le fait qu'il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Exactement. Si tout est assez complet pour donner envie de prendre quelqu'un pour le travail et tout, c'est bon, en fait. Il n'y a pas forcément besoin. C'est comme pour les démo reels d'animation. On peut très bien avoir 30 secondes de folie et ça marche, ou alors quelque chose de plus long mais qui montre plus de diversité. On essaie d'avoir des standards un petit peu, mais finalement, il suffit d'une personne qui se dise ça marche, et voilà, quoi. Non, c'est ça. Après, je pense aussi les portfolios, il faut que ça soit quand même, que ça corresponde à un objectif. Par exemple, là, mon objectif, c'était de rentrer dans du concept art. Du coup, j'ai montré que je savais faire du concept art. Mais on en parlera peut-être tout à l'heure quand j'ai fait des portfolios pour rentrer à Micros, par exemple pour bosser sur Bob l'éponge ou sur Paw Patrol. En fait, ce que j'ai montré dans mon portfolio, je savais que ça allait correspondre à ce dont ils avaient besoin. J'allais pas mettre par exemple des recherches de chaman ou des dessins à la plume sur du papier, parce qu'en fait eux ils auraient vu ça, ils auraient dit ok, c'est cool, mais ça, nous, on n'en a pas besoin. On veut quelqu'un qui sache dessiner, par exemple, pour Bob l'éponge, des personnages dans le style Bob l'éponge, etc. Donc, il faut quand même que le portfolio soit dans un objectif. Voilà. Si on va à Disney, par exemple, qu'on veut rentrer à Disney, on va faire un portfolio qui correspond à Disney. Donc, on peut très bien faire des trucs de Warcraft ou je sais pas quoi. Exactement, voilà, c'est ça. Ou du pixel art. Après, ça peut être une ouverture, tu vois. À la fin de ton portfolio, tu peux mettre du pixel art en disant, moi, j'aime bien ça aussi. Mais souvent, il faut que ça corresponde, parce que surtout, il y a énormément de compétitivité dans ces domaines-là.
Et souvent, les portfolios, ils ouvrent les 2 premières pages et si ça correspond à ce dont ils ont besoin, ils vont regarder la suite. Mais souvent, en fait, personne ne les regarde en entier, quoi. Ouais. Et d'où le fait aussi que les viser à un studio gigantesque, ça peut être aussi une quête à faire, etc. Mais il y a plein d'autres studios qui ont peut-être des besoins différents ou en fait, en allant dans un studio plus petit, tu seras peut-être moins spécialisé, mais tu pourras toucher à plus de trucs, diriger justement le visuel plus facilement, on va dire, parce qu'il y aura moins de demandes et tout ça. Donc il faut pas hésiter à aller aussi vers des studios plus petits. Et il n'y a pas que les gros studios à prendre en compte. Oui, c'est vrai que là, je parle de gros studios depuis tout à l'heure, mais comme tu dis, même dans la publicité, souvent ils ont besoin de personnes beaucoup plus polyvalentes. Donc là, ça a beaucoup plus l'intérêt d'avoir un portfolio qui est polyvalent pour leur montrer, bah, moi, je peux être utile et faire plusieurs choses. Mais voilà, en fait, faut prendre un petit temps avant en se disant, je vais cibler ça. Je prends quelques temps pour faire mon PDF et puis j'enlève ce qui va pas par rapport à la cible et toujours être changeant comme ça pour, savoir mettre en page assez rapidement un truc, quoi, finalement, pour pouvoir correspondre. Ouais, pour pouvoir s'adapter. Mais c'est vrai que les gros studios, c'est pas un objectif en soi. Par exemple, quand j'étais à Wild, la plupart des personnes qui travaillaient à Wild, en fait, avaient bossé à Ubisoft, ils avaient bossé dans des très grosses boîtes. Nicolas, lui, par exemple, il avait bossé sur les Harry Potter, il avait fait la supervision en 3D, animation, etc. Enfin, tu vois, c'était des gros projets. En fait, il avait décidé volontairement d'aller à Wild dans un studio beaucoup plus petit, beaucoup plus familial, avoir peut-être des outils qui sont moins performants, etc. Mais en fait, il a choisi un contexte de vie où il était à un endroit où il voulait être, faire quelque chose qu'il a envie de faire, avoir moins de pression. Parce qu'il faut se rendre compte, c'est que dans les gros studios, même s'il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pression, quoi. On en parlera tout à l'heure. Quand on bossait sur des Bob l'éponge ou sur Paw Patrol, il y a de la pression, il y a des gros quotas, il faut que ça soit toujours très qualitatif. On peut se faire refuser des dessins quand même. Donc, tu vois, si jamais un réal ou un DA te dit, ah, moi, je regarde pas ça, c'est pas au niveau. Enfin, tu vois, ça te met un petit coup de suée, tu vois. Donc, parfois aussi, c'est super bien d'être dans un studio qui est un peu moins ambitieux, qui a un peu moins de temps pour faire les choses, mais voilà, qui est plus organique ou qui est plus riche, on va dire, en termes de variété aussi. Du coup, je fais ce fameux portfolio. Donc lui, Jérémy, il me dit, bah écoute, à l'occasion, je te rappellerai. Donc moi, je me dis, ouais, mon directeur artistique là, c'est peut-être un petit peu ambitieux et prétentieux. J'aimerais bien déjà commencer par du concept art. Du coup, j'envoie mon portfolio un peu partout. J'ai reçu ou je recevais pas de réponses ou des réponses très négatives. Et un jour, j'ai mon copain Félix qui m'avait montré le digital painting qui m'appelle et qui me dit, ah bah là on fait un petit projet pour Supamont, on aurait besoin de quelqu'un qui peut faire des concepts, est-ce que ça t'intéresserait? Et je lui dis bah ouais, carrément. Donc là je l'ai mis ici, donc c'était Legend of the Fox sur Yuxia. Donc c'était ça, donc je vais vous montrer, qui est assez cool en fait. C'était après Zootopia, donc on sentait vraiment l'inspiration. C'est vrai qu'il y a un peu des phases comme ça où il y a un gros film qui sort et ensuite il y a un peu des dérivés qui permettent de faire d'autres univers, etc. À peu près le même style des fois dans les concepts, tout en ayant sa propre personnalité. Tu vois, avec Spider-Verse par exemple, quand c'est sorti, c'est après il y a tout le monde met des coups de pinceau, etc. Avec de la 2D, 3D, c'est cool, c'est que c'est inspirant. Et du coup, ça c'était le premier projet en freelance que j'ai fait où je devais faire des expressions, retaper un petit peu les designs. Donc ça avait été sympa à faire. Donc tu avais déjà le design fait et toi tu devais faire les expressions. Voilà, c'est ça. On avait le design. Après, le design avait été fait par... il fonctionnait pas en 3D. Du coup, il m'avait demandé de refaire bien les paupières, les volumes, etc. pour que ça soit faisable en fait en modélisation 3D. Bah, s'il y a des gens qui veulent avoir un peu plus de précision sur ça, il y a la vidéo avec Adrien Cromel qui parle justement de la remise en volume, etc. sur Petit Vampire, sur le film avec les serpents et tout, je sais plus le nom, Sahara, je crois. Donc tout ce truc-là, il y a une vidéo justement dessus. Ouais, c'est vraiment... Et même souvent, il y a une grosse phase sur les projets où on fait du concept, où il y a des personnes qui font du développement visuel, qui vont faire des designs un peu farfelus, etc. Et en fait, les concept artistes, souvent, c'est un peu le garde-fou entre la 2D et la 3D sur les projets qui vont être faits en 3D.
où ce qui est fait doit fonctionner en 3D. Et on doit vraiment penser aux choses pour corriger, parfois enlever du détail, enlever des choses qui sont originales pour que ça fonctionne en 3D, quoi. Penser au volume qu'il y a à l'intérieur de la bouche, de la mâchoire et tout, hein, des trucs auxquels on pense pas forcément en 2D parce que ce serait un peu plus malléable. Exactement. Et du coup, donc je fais ce petit projet, ça se finit. Donc là, j'étais hyper content. C'était vraiment super cool. Et en fait, là, après, impossible de retrouver du boulot, quoi. Donc il y a un mois qui passe, j'envoie le portfolio, je demande à tout le monde et pas de boulot. Et en fait, au bout de 2 mois, mes parents m'expliquent qu'il est peut-être temps de trouver autre chose. Et du coup, bah en fait, j'ai décidé de trouver quelque chose dans la 3D. Mhm. Et Félix, donc qui est mon bon copain là, qui m'avait contacté là-dessus, me dit bah à Illumination MacGuff, ils recherchent des modélisateurs, donc des personnes qui font la modélisation de personnages. Et il me dit bah envoie une démo et alors est-ce que je peux la retrouver? Envoie une démo et essaye de rentrer là-bas. Et donc j'ai fait une petite démo pour Illumination MacGuff. Donc là, ciblé sur je modélise. Exactement, voilà. Donc ciblé. Et dans le style Illumination MacGuff. Ça veut dire, tout à l'heure, on me parlait, tu sais, de faire un portfolio pour une cible. Voilà, j'avais designé un petit personnage qui était, de mon point de vue, plus dans le style d'Illum. Et je l'avais modélisé, du coup. Donc c'était à l'époque de Moi Moche et Méchant. Donc j'avais montré le maillage parce que c'était important pour montrer qu'on comprenait comment le maillage d'un personnage en 3D fonctionnait. Il y avait les mains. Et ensuite, j'avais montré donc les personnages qu'on avait fait sur Millimétro. Donc j'avais demandé à mes collègues, parce qu'on avait travaillé à plusieurs sur les personnages, j'aurais demandé l'autorisation. Et moi, j'avais fait aussi sur le film ce qu'on appelle les blend shape. Mm-hmm. Donc c'est quand on fait toutes les sculptures du visage pour pouvoir avoir le rig et pour pouvoir l'animer à la fin. Donc c'est vraiment de la sculpture, quoi. On va sculpter le sourire, sculpter une bouche ouverte, faire en sorte qu'il y ait un mâchoire. Et du coup, j'envoie ça. Après, t'as des contrôles pour passer de l'une à l'autre, de façon un peu subtile et tout, quoi. Il y a des making-of. Là, je pense tout de suite à Disney parce qu'ils montrent pas mal de choses où on les voit ouvrir la bouche. Il y a DreamWorks aussi qui avait fait des making-of où on voyait les personnages, le rigging facial, ça aussi assez intéressant. Et du coup, Illum me dit, bon, bah, ok, on te prend. Donc, je monte à Paris. Donc j'étais dans un appartement de 11 mètres carrés, donc c'était vraiment la mauvaise époque. En plus, à ce moment-là, moi j'avais ma conjointe Lucie qui, elle, du coup avait trouvé du boulot, mais à Londres. Donc c'était une période un peu difficile. Et du coup, je commence au studio et je fais la modé. Donc la modélisation, déjà, à Illumination MacGuff, il y a des sculpteurs, donc ils font les personnages en sculpture, donc en 3D, donc ils sont dans ils font vraiment la sculpture d'un personnage à partir d'un dessin sans penser au maillage. Et ensuite, ceux qui font la modélisation et les blend shape, eux, ils vont reprendre le personnage et le faire au propre. Et du coup, moi, à ce moment-là, je bossais sur The Grinch. Et en gros, je faisais des personnages tertiaires, etc. Et tous les matins, quand je passais devant, pour aller au boulot, du coup, je passais devant le pôle artistique. Et en fait, un jour, je me dis, bon, je vais aller quand même voir et dire bonjour. Et du coup, je rentre et il y avait personne, mais il y avait des concepts partout sur les murs. C'était super sympa. Et il y avait quelqu'un qui s'appelle Clément Griselin. Donc, tu vois, il faisait des concepts comme ça. Et au moment où j'y étais, bah, du coup, il bossait sur le Grinch. Et du coup, je lui dis, bah, bonjour, je m'appelle Alex. Moi, j'aimerais bien faire du concept et tout. Et il m'avait fait rire. Il me dit, ah oui, on avait reçu ton portfolio et tout. Et je dis, bah, j'ai bien vu que vous ne m'aviez pas pris, mais par contre, bah, je serais intéressé à progresser, quoi. Et du coup, il a été super sympa. Il m'a dit, bah, vas-y, assis-toi, je vais te montrer comment je travaille. Et en gros, donc, il avait une toute petite tablette et il bossait sur ses color keys comme ça. Donc, il faisait les couleurs locales, il mettait des ombres un peu en multiply, puis après, il venait repeindre. C'était super organique. Et d'ailleurs, en fait, ça, je sais pas comment ça marche, les color keys en 3D, c'est que de la peinture ou il y a quand même un modèle en dessous et on peint par-dessus les couleurs? Alors lui, là, il avait que du storyboard. Donc, il avait vraiment des dessins en 2D. Après, en fonction de là où c'est avancé, tu peux avoir du layout, effectivement, où donc tu as des images en 3D. Mais là, lui, il avait vraiment des bonhommes patates. Et il avait les caractères design qui étaient ouverts à côté. Il les remettait en forme. Il avait aussi les couleurs locales.
Et voilà, mais il avait un super niveau de peinture, de dessin, etc. Enfin, on peut le voir déjà au Color Script, là, c'est extrêmement qualitatif, quoi. Ouais. Et du coup, il me montre ça et moi, je me dis, waouh, c'est vraiment super cool, j'aimerais bien faire ça. Le temps passe, c'est vrai que la 3D, ça me plaît moyen. Et un jour, je reçois un coup de fil, du coup, de Jérémy, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc de N-Wave. Il me dit, hello Alex, ça va? Je dis, bah ouais. Il me dit, est-ce que ça t'intéresse? Là, on a notre directrice artistique qui part. On fait un long métrage à N-Wave. Est-ce que ça t'intéresse de devenir le nouveau directeur artistique? Donc ça fait 2 demandes. Voilà, ça fait 2 demandes. Je lui dis, mais du coup, ouais. Tu vois, je lui dis, bah ouais, carrément. Et il me dit, bon, bah cool, est-ce que tu peux commencer la semaine prochaine? Je dis, bah, il faut que je vois un peu pour déménager et tout. Il me dit, bon, bah, dans 2 semaines. Je dis, ouais, ouais. Et là, j'avais un peu du mal à concevoir. Je me dis, c'est trop cool et tout. Et là, donc, je déménage de Paris pour aller en Belgique. Donc, c'est à Bruxelles, le studio N-Wave. Et puis, j'arrive, je me dis, mais à tous les coups, c'est pour se moquer de moi, tu vois, qu'ils ont dit ça. C'est pas vraiment, c'est pas vrai parce que en vérité, j'avais pas, enfin, j'ai fait un portfolio, j'avais pas un niveau extraordinaire. Enfin, pour être directeur artistique, il faut quand même une grande maturité artistique, il faut de l'expérience. Donc, j'arrivais là-bas, j'étais pas forcément confiant. Et au final, ben, je rencontre le réalisateur, donc Vincent Questelout, qui avait aussi réalisé Robinson Crusoe. Et il me dit, bon, bah, bienvenue. Donc voilà, Sylvie Lacroix, qui était la directrice artistique, bah, tu vas prendre le relais. Donc là, c'est ton bureau. Donc j'avais un bureau avec une grosse Cintiq. Là, c'est l'équipe. Donc il me présente à tout le monde. On était 6 ou 7 dans l'équipe. Et voilà, ils avaient commencé à faire 2-3 concepts. Donc il y avait un petit peu ce qu'on appelle la production design. Donc ça veut dire définir à quoi va ressembler le film. Et après, ils m'ont dit, bah voilà, c'est parti. Tu commences la direction artistique. Donc moi, je savais pas du tout ce que c'était la direction artistique. Donc là, je suis allé sur Internet, je me suis renseigné. J'étais un petit peu en panique, si tu vois. C'est un peu le truc de tu dois diriger, je sais pas, tu dois apprendre le piano à quelqu'un, un peu le cliché de bah il faut juste que tu aies une leçon d'avance et que tu arrives à te débrouiller pour savoir un peu comment faire, quoi. Mais t'apprends en faisant, de toute façon, c'est obligé, hein, les premières expériences, c'est ça, quoi. Bah, je pense que même quand t'es expérimenté, c'est jamais je pense que c'est jamais l'autoroute non plus, il y a forcément des trucs que t'apprends et tout. Ouais, exactement. Et puis, enfin, on le voit aussi dans les différentes vidéos que tu fais avec les personnes que tu invites. Pour le même poste, en fonction du studio et du projet, c'est toujours différent. Ouais, c'est vrai. Donc, ça veut dire que un directeur artistique sur un projet va faire telle chose et sur un autre projet, il fait d'autres choses. Et du coup, là, c'était assez intéressant parce que donc la direction artistique, c'était quoi? Donc moi, j'étais avec Vincent Questelout, qui était le réalisateur. Et donc au tout début, j'ai lu le script qui était en anglais, donc ça c'était aussi quelque chose d'hyper intéressant. Je parlais pas un mot d'anglais, tu vois. Ouais. Et en gros, au bout du 2e jour, ils ont réuni une grosse partie du studio et ils m'ont demandé de présenter mon programme de direction artistique devant tout le studio en anglais. Ouais. Là, j'ai perdu. Il y a trop de défis. Là, j'ai perdu quelques kilos. Là, si tu veux, mon cerveau, il m'a dit arrête. Là, c'est plus possible. Et ça a été catastrophique, une honte monumentale, tu sais. Donc j'étais là, so yes, drawings, colors, cool. Et ça a été un peu lamentable. Et du coup, ben j'ai dû me former à l'anglais très rapidement. Donc ma conjointe Lucie, qui était à Londres, qui elle parle super bien anglais, elle m'a aidé, elle me faisait des petits cours, j'ai lu plein de livres, etc. pour pouvoir parler. Parce qu'en fait, la direction artistique, donc j'étais avec le réalisateur qui lui parlait français. Il me montrait le script, il me dit bah voilà, là il faudra qu'on réfléchisse à cet environnement, comment on le design. Et ensuite, il me montrait aussi l'animatique, le storyboard. Et à partir du storyboard, donc on avait ou des moments c'était assez bien défini, ou des moments où il y avait juste le personnage et il fallait penser à tout l'environnement. Et là, par exemple, en fait, en tant que concept artiste, je devais briefer les équipes concept pour dire bah voilà, tu vas designer par exemple la salle, donc le projet c'était The Queen's Corgi, tu vas designer le bureau de la reine. Je faisais des petits dossiers avec des références, je faisais le suivi artistique, ensuite il y avait les personnes qui designaient les personnages, je leur faisais des retours, et en plus de ça, en fait, je faisais le suivi avec tous les autres départements. Donc ça veut dire que dès qu'il y avait un concept qui était fait, qui était validé par le réalisateur et par moi,
ça allait par exemple au département modeling ou au département grooming. Et en fait, j'avais tous les jours un meeting avec un département et je leur faisais des retours. Bah voilà, pour le grooming, etc. Il faut faire plus comme ça. Ouais. Et donc c'était donc là par exemple, donc l'histoire c'est le chien de la reine. Attends, je vais couper le son parce que moi je l'entends à fond. C'est le chien de Elisabeth, donc la reine d'Angleterre, qui va quitter le palace et qui va se retrouver dans un shelter, qui va essayer de revenir dans le palace après avoir été trahi par son meilleur ami. Et du coup, c'était hyper intéressant parce qu'il y avait tout à créer. Donc il y avait beaucoup de choses existantes au niveau des références. C'était pas un environnement magique. Oui. Mais voilà, ça a été vraiment un travail super intense et extrêmement intéressant. Donc en parallèle, j'ai fait aussi un petit peu de design. Donc il y avait un artiste qui était storyboarder, qui faisait des concepts super, qui s'appelait Mathias Declerc, qui a fait aussi pas mal de design. On se les échangeait, on essayait de les améliorer. Donc voilà, on faisait des planches de recherche. Et est-ce que là, c'était la première fois que tu faisais autant justement de quadrupèdes? Oui, ouais. C'est ce qu'on disait tout à l'heure pour l'épreuve des gobelins. J'ai souvenir pour te dire le premier jour où la directrice artistique elle me montrait un petit peu le projet avant de partir et je sais plus pourquoi elle me parle d'un logo. Je dis ah bah on a qu'à faire le logo, une patte de chien, et je dessine la patte de chien, puis elle me regarde bizarrement, elle me dit là ce que tu as dessiné c'est une patte de chat. Et moi j'étais là, je dis mais il y a une différence. Elle me dit bah oui, il y a une différence fondamentale. Tu vois, donc le premier jour ça a commencé comme ça, donc j'avais jamais fait de quadrupède. Donc là, ça a été un gros moment où il a fallu s'adapter, en fait. Ça a été assez drastique. On peut découvrir le truc et quand même réussir à faire quelque chose et tout ça, malgré les galères, quoi. Malgré les grosses galères, ouais. Et donc voilà, il y a eu beaucoup de personnages parce qu'il y avait énormément de personnages dans le film. On n'avait pas assez de personnes dans l'équipe. Là, c'était des designs doigts. Fallait faire aussi des rendus, ça c'était intéressant. On faisait des paintings un peu plus définis pour que ceux qui font le grooming dans tout ce qui est poils et plumes puissent s'inspirer des paintings. On a eu la reine, on a malheureusement dû designer Trump, il y avait plein de personnages. Enfin voilà, ça a été super riche, quoi. Après il y avait quelques images. Voilà, on dessinait, on avait des vues du dessus comme ça pour montrer tout un environnement, comme ça après ça pouvait être modélisé. Là, typiquement, tu vois, on en parlait tout à l'heure, on avait fait un blocking en 3D et pour pouvoir repeindre dessus de sorte à faire cette pièce-là. Donc là, ça a été une expérience qui a été extrêmement difficile parce que j'ai appris beaucoup de choses, mais c'était super aussi parce que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris l'anglais, la direction artistique, le suivi des différents départements. Le fait d'avoir fait des études en 3D, ça a été super intéressant aussi parce que ça me permettait de faire le suivi des équipes. Enfin, tu vois, si t'es directeur de comprendre ce qui se passe, quoi. Ouais, exactement. Si t'es directeur artistique et que t'as jamais fait 3D, c'est difficile de demander à quelqu'un de bouger des vertices ou de changer les strengths du groom ou de mettre plus de displace ou de bump, tu vois, sur une texture. Donc déjà comprendre ces mots, c'est déjà un truc où il faut savoir à peu près de quoi on parle, quoi. Exactement. Donc voilà, ça a été assez riche. Et en fait, à la fin de l'année, ma conjointe Lucie qui était à Londres, donc on se voyait tous les 2 mois, c'était vraiment super difficile. Elle me dit ah bah j'ai été contacté par l'atelier animation, donc il y a un studio d'animation qui se trouve à Montréal pour faire du rigging. Et elle me dit mais bon, partir à Montréal c'est un petit peu compliqué quand même. Et je lui dis bah ce qu'on peut faire c'est moi je postule et on voit si on peut se retrouver là-bas. Et donc, j'ai fait un autre portfolio. Donc ça, c'était en 2017. En parallèle, du coup, du travail que je faisais à N-Wave, j'avais beaucoup de temps pour moi et j'ai fait énormément de concepts. J'ai essayé de continuer de m'améliorer au niveau du dessin, des designs de personnages, faire des turns, des poses, etc. Encore une fois, je le répète à chaque fois qu'on voit des choses organisées comme ça, mais c'est vraiment la sélection des meilleurs trucs et tout. Il y a des tas de choses à côté quand on apprend, qui ressemblent à rien, qu'on montre jamais, tout ça. Juste pour remettre un peu le truc il y a beaucoup de travail caché. Et c'est important de se rendre compte, quoi, que les dessins moches, c'est normal, quoi. Ouais. Et puis aussi quelque chose que moi j'ai appris cette année-là, c'est refaire. Parce que souvent on fait un dessin, si on n'en est pas content, on le met sur le côté et puis on passe à autre chose, en fait. Et moi, j'ai vraiment appris en refaisant les choses.
Et on en parlera un peu plus tard parce que j'ai aussi fait des livres pour enfants. Il y a un livre pour enfants, je l'ai fait 3 fois, quoi, avant de pouvoir l'envoyer aux maisons d'édition. Et c'est très dur parce que quand tu repasses sur une image que tu as déjà fait, en fait, tu dis, bon, le résultat ne fonctionne pas, donc il faut que j'emprunte un autre chemin. Et ça, c'est très, très difficile. Et du coup, j'envoie ce portfolio à l'atelier animation et j'ai pas du tout de réponse. Donc, ma conjointe Lucie, je dis, bah, je suis vraiment désolé, j'ai pas de réponse. Je vais essayer de présenter à d'autres studios. Et elle me dit, bah, il y a Timothée Claïs, donc qui était un élève qui était avec nous à l'ESMA dans la promotion, qui est dans ce studio. Envoie-lui un message pour savoir pourquoi ton portfolio a été refusé. Et du coup, je lui envoie un message, je me dis, ah, bah, je suis ami avec les ressources humaines, je vais leur demander. Puis il m'appelle 5 minutes après, il me dit, ah, bah, ton portfolio a été refusé parce qu'il a tout simplement été jeté. Je dis, bah, pourquoi il est jeté? Il me dit, bah, en fait, t'as pas d'expérience, du coup, ils l'ont même pas regardé, quoi. Et, ah ouais, donc ça a été, c'était super dur. Il me dit, bah, écoute, ce parce que que là, je fais. tu postulais pour quelle partie? Pour du concept art, pardon. Donc ça veut dire que donc ça considérait que la direction artistique était pas une assez bonne expérience. Bah, en fait, vu que c'était que 1 an, ils l'ont même pas considéré. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les ressources humaines, enfin, nous, on s'intéresse vraiment beaucoup aux différents domaines et sans être péjoratif pour les ressources humaines, ils n'ont pas forcément fait de formation dans les différents domaines. Et tu vois, quand nous, on entend directeur artistique, enfin, tu vois, c'est sérieux, c'est un poste qui est important. Quelqu'un qui va lire directeur artistique, ça aura moins d'impact, tu vois. Ils vont surtout regarder les années, en fait, d'expérience. Le CV, finalement, ouais. Avant de pouvoir approfondir. C'est ça. Et ça m'a fait un peu ça quand j'étais à N-Wave. À un moment, on devait recruter. Et je recevais des portfolios et enfin beaucoup des portfolios, malheureusement, sans être méchant, c'était un peu vieillot, tu vois. C'était pas trop au goût du jour. Et puis je vais voir, je dis, bah, je suis très surpris, quoi. On n'a pas de concept art en digital, etc. Elle me dit, si, on en a, mais les portfolios, on les a tous jetés. Je dis, mais pourquoi? Elle me dit, bah, parce que c'est des jeunes qui ont 1 ou 2 ans d'expérience, qui sortent de telle ou telle école, ils ont pas assez d'expérience. Et je leur dis, bah, est-ce que je peux voir quand même les portfolios, quoi. Et t'avais mais des choses mais brutales, quoi. T'avais des personnes qui avaient 18 ans. Il y avait une fille, par exemple, qui s'appelait Laurie Carandrian. Elle était super jeune et elle avait pas d'expérience dans le domaine, mais elle faisait des concepts magnifiques. Et au final, bah, c'est elle qu'on a embauchée, tu vois. Moi, je leur dis, bah, elle a pas d'expérience, mais elle est super forte et ça s'est super bien passé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que même sans expérience, ça se voit si c'est complet dans un portfolio. Après, la seule contrainte, c'est le côté, on sait pas combien de temps tu travailles. Donc, c'est plus ce truc-là qui fait qu'en studio, on sait pas trop comment tu vas faire, mais sinon, ça se voit, quoi, quand t'as la compétence. Il y a beaucoup de studios qui ne regardent même pas les portfolios, quoi. Et ça fait un peu mal. Et du coup, j'envoie, donc mon collègue réussit à transférer ce portfolio à Florent Mazurel, du coup, qui était le directeur artistique donc de l'atelier animation. Lui, il avait été directeur artistique sur Ballerina, donc qui était un film en 3D qui était sorti. Et là, il bossait sur un nouveau projet qui s'appelait Fire Art. Et du coup, je fais un entretien avec lui. Il me dit, ah bah c'est cool ton portfolio. Bah ok, tu commences dans 1 mois. Du coup, là, j'étais super content. Et en fait, avec ma conjointe, on s'est bien organisé. Et on s'est retrouvés dans le même studio à Montréal. Ouais. Donc elle travaille dans le rigging, donc on en parlait tout à l'heure, donc c'est toute l'ossature des personnages. Et donc là, c'était aussi d'autres projets personnels. Et du coup, donc on était super contents. Je prends l'avion pour arriver à Montréal, donc déjà, ce qui est un énorme parcours, tu vois. Et en fait, j'arrive à la douane et le douanier me dit, ah bah votre visa ne marche pas. Il m'a dit, le visa n'est pas bon. Et je lui dis, c'est-à-dire, il me dit, bah, il manque des documents. En plus, la semaine dernière, on a une nouvelle mise à jour. Vous pouvez plus avoir ce visa-là pour le travail que vous faites. Et je lui dis, bah, du coup, il se passe quoi? Il me dit, ah, bah, c'est très simple, monsieur. Vous rentrez. Vous avez un avis d'expulsion. Oui. Donc, tu vois, j'arrive à Montréal comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, quoi. Laissez-moi un peu tranquille. Et je lui dis, bah, est-ce que vous pouvez me laisser, parce que j'arrivais le samedi soir, 2 jours. Comme ça, je vois avec, les personnes au studio si on peut trouver une solution. Du coup, je me fais confisquer mon comment ça s'appelle le passeport et puis j'arrive au studio et moi j'étais en panique complètement et eux ils me regardent et me disent
tu t'es fait expulser. Et puis, ils se mettent à rigoler comme ça, à dire, ah, ça nous était jamais arrivé. Moi, j'étais là, je dis, non, mais vous vous rendez compte de ce qui m'arrive? Et du coup, elle me dit, bon, bah, on va te refaire un visa. Moi, j'étais vraiment dégoûté, tu vois. Et en gros, la suite, c'est que je me suis fait appeler par la police, tu vois. Donc, ils m'ont dit, oui, monsieur, vous êtes où? Vous avez 2 heures pour être à l'aéroport, sinon on envoie une patrouille pour vous récupérer. Ouais. Moi, j'étais là, c'est pas possible. Et en fait, à l'aéroport, ils me disent, bah voilà, il faut aller devant les téléphones noirs. Et en fait, t'as un mur avec des téléphones noirs, et c'est là où ils se rejoignent avec les personnes qui ont expulsé ou les criminels, etc. Et j'arrive, et il y avait 3 colosses armés avec des kalachnikovs qui sont venus me récupérer, tu vois. Et en fait, ils m'ont exporté jusqu'à l'avion. Ouais. Donc, c'est-à-dire, je passais devant tout le monde, hein, c'était le seul avantage. Et je rentre dans l'avion comme ça, et là, il y a l'hôtesse de l'air, elle me dit, du coup, c'est un meurtrier, est-ce qu'il faut qu'on le menotte, etc., à la chaise et tout. Et puis, moi, j'étais là, je dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Et en fait, donc, je suis rentré en France, j'ai bossé 1 mois, et puis après, je suis retourné, au final. Donc, ma conjointe est arrivée avant moi, elle a trouvé un appartement, et au final, bah, j'ai continué sur le projet FireArt. Donc c'était un super chouette projet, donc avec Florent Masuel comme directeur artistique. Et là, du coup, c'était pour faire du développement visuel, mais sur les environnements. Et là, en fait, on a fait beaucoup de concepts. Donc là, par exemple, il voulait qu'on trouve un style avec des angles. Et pour continuer dans ce que tu disais tout à l'heure, là, en fait, on avait un blocking en 3D. C'est-à-dire qu'on faisait dans Maya, donc c'est pas Blender, c'est dans Maya. On posait des géométries comme ça, on était sûr que le volume de la pièce, les personnages pouvaient passer, et en fait on faisait les designs. Donc lui, il avait vraiment une organisation où dans un premier temps on travaille le design, et dans un second temps on travaille la couleur. Donc en fait on a fait des mois et des mois, j'ai fait plein de concepts d'environnement, c'était vraiment super cool, c'était très intéressant. Il y avait c'est un très bon directeur artistique où il est toujours en train de chercher quelque chose de nouveau et un peu d'atypique. Donc on a fait plein de designs, la ville. Ensuite on est passé un peu plus en couleur où il fallait faire les rendus des buildings. Donc l'histoire de FireArt, c'est une petite fille qui veut devenir pompière, mais qui malheureusement peut pas devenir pompière parce qu'à l'époque les filles ne pouvaient pas le devenir. Et du coup, oui, j'ai vu passer ce film-là aussi comme ballerina. Il est super bien. Le film est vraiment très sympa. Il a eu plusieurs réécritures, donc c'était une co-réalisation, notamment avec Laurent Zetoun qui est producteur. C'est lui qui a produit Intouchable, le film français. Mais ouais, c'était hyper intéressant. Et du coup, j'ai fait beaucoup de design. Donc ça a été pendant 1 an. Les soirs, je continuais de travailler pour moi, de faire des concepts, de travailler la couleur. Et au bout d'1 an et demi, en fait, il y a un beau matin, on est arrivé dans la cuisine et ils ont réuni tout le monde. Et ils ont dit, il va y avoir un plan de licenciement. Ouais. Et en gros, il y a une grosse partie des équipes qui vont devoir quitter le projet. Donc moi, avec donc au milieu du truc, quoi. Ouais, au milieu du truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le scénario, il y avait des gros problèmes au niveau du scénario. Ils ont décidé de réécrire en cours de route. Et du coup, en fait, ils étaient obligés de mettre en pause la production. Et en gros, c'est très intéressant. À Fortiche, il y a eu, quand ils ont fait Arcane, donc Fortiche Studio, ils ont fait Arcane, il y a des épisodes où ils expliquent tout le parcours du développement de la série. Et en fait, c'est quelque chose de très récurrent. Eux aussi, ils ont eu le problème. Au bout d'un moment, Riot leur a dit, le scénario ne nous convient pas, il faut le réécrire. Et en fait, là, t'es obligé d'arrêter la production. Parce que tu peux pas continuer à produire le truc pendant ça. C'est ça. Tu peux pas garder tout le monde et tu mets tout le monde à point. Et ça se trouve où, ces épisodes-là? C'est sur une chaîne YouTube ou un truc comme ça? Ouais, c'est sur YouTube. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est en anglais, mais je pense que c'est sous-titré en français. Et c'est très intéressant parce que on voit les producteurs, les showrunners, etc. C'est assez cool. Ils sont assez bien faits. On voit la musique. Enfin, je les conseille vraiment. Et ils sont très honnêtes. Ils expliquent les problèmes qu'il y a eu sur la prod. Donc voilà, j'ai fait beaucoup de design là-dessus. Et bien sûr, au niveau du plan de licenciement, ils m'ont expliqué que j'allais faire partie des heureuses personnes. Il n'allait pas. Et en gros, sur le projet, j'avais un copain qui s'appelait Maxime Marie, qui lui était caractère designer sur le projet. Et il me dit, Micros, il recherche des concept artistes. Et donc, avec un ami qui s'appelait Morgan Le Henry, on a envoyé nos portfolios.
Donc avec notamment ce qu'on avait fait sur le projet. Et on passe l'entretien avec Micros et ils nous disent, bah ouais, carrément, on vous prend en tant que concept artiste. Donc là, on commence sur un projet qui s'appelle SpongeBob. Donc c'était le film qui était fait par Paramount Animation et la directrice artistique, c'était Rachel Tibbs Daniels. Donc c'était quelqu'un de DreamWorks. Et en fait, elle, c'était aussi intéressant parce que c'est une modélisatrice. Donc ça veut dire qu'elle ne dessinait pas. Donc tu vois, on a toujours pensé qu'un directeur artistique savait dessiner. En fait, elle dessinait pas. Elle avait un très bon œil artistique. Là, c'est ça qui va jouer en fait, de savoir déceler ce qui va pas, de savoir dire la bonne chose à faire en fait, plutôt que de dessiner. Ça peut aider, j'imagine, bien sûr, mais t'as pas forcément besoin de le visualiser à la main si t'arrives à l'expliquer et tout ça, quoi. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que plus il y a de budget, plus tout est hyper spécialisé. Donc ça veut dire qu'elle était pas toute seule à faire le suivi artistique. Il y avait beaucoup de personnes. Elle avait d'autres artistes qui étaient à Paramount Animation qui faisaient le suivi. Et en fait, tout le monde est hyper bon dans son domaine, quoi. Ouais. Et donc là-dessus, donc on a fait beaucoup de personnages en peinture, des recherches de personnages. À un moment, j'ai dû designer une créature. Donc elle était rigolote, cette dame-là, parce qu'elle avait un petit sac à main et elle avait son chien dans le sac à main. Et du coup, t'avais juste la tête du chien qui dépassait. Et du coup, elle venait au studio, donc t'avais la tête qui faisait bloum, 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 comme ça. Et en gros, il y avait une créature à designer et elle me dit, oui, j'aimerais bien que la créature ait le même poil que mon chien. Et du coup, elle m'avait posé le chien sur la table comme ça. Et le chien, il m'aimait pas du tout. Il m'était... Et du coup, je devais peindre, tu vois, les créatures en fonction du chien. Donc, tu vois, j'avais pris des photos là sur mon bureau, on le voit pas trop. Et ça a été 1 mois de travail. Et ils ont enlevé la créature. Ah ouais. C'est aussi le plaisir du concept art. Ils m'avaient aussi demandé de designer des excréments. Et en gros, je parle de ça, c'est très humiliant pour moi, mais en gros, sur par exemple ces excréments, j'ai eu des 50aines de retakes. Ça veut dire que la direction artistique me donnait des retakes, ils l'envoyaient pour validation à Paramount. Il y avait les concept artistes qui me faisaient des drawovers sur donc ça. Il y a des superviseurs caca qui sont là, c'est pas bien. Et tu vois, et en fait, ça faisait vraiment bizarre parce que moi j'étais là, je dis mais c'est un autre délire en fait, les productions américaines. C'est super intéressant, mais voilà, c'est un autre délire. Mais du coup, c'était hyper chouette parce qu'on a fait plein d'environnements comme ça qui étaient peints. Et du coup, après, on l'a envoyé au modeling qui le faisait directement. Là, j'ai fait vraiment beaucoup de props en couleur sur le projet. C'était assez chouette. Et en fait, au bout d'un moment, la production arrivait à son terme. Je vais juste montrer. Ça arrivait à son terme. Et en fait, moi, j'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont dit, est-ce que ça t'intéresserait de faire un petit peu de color key sur le projet? Moi, je dis, faire du color key sur Bob l'éponge, carrément, quoi. Ce serait super. Micros, c'était hyper sympa. C'était vraiment une entreprise qui était très chouette. Tout le monde était hyper cool. Et donc là, par exemple, là, on arrive sur... Ah non, il y a encore des props. Donc ouais, j'ai fait énormément de props. Et du coup, là, j'ai eu la chance de faire du color script. Donc c'était vraiment hyper sympa. Il y avait un superviseur couleur qui était à Paramount. Du coup, je faisais mes color scripts, je l'envoyais, j'avais des retours. Et du coup, ça m'a vraiment bien plu. Et j'ai utilisé, du coup, ce que m'avait dit Clément Griselin pour pouvoir faire le color script. Donc ça a été vraiment très utile. C'est ça, donc comme quoi, allez, si vous êtes dans un studio ou une école ou quoi, allez voir les gens, demandez-leur comment ça marche. Ça peut aider. ça peut être vraiment super utile. Et du coup, Micros, ce projet-là se finit. Et en gros, j'ai un copain qui me dit, si on reste sur SpongeBob, là, donc c'était Morgan Le Henry, il me dit, si on reste sur SpongeBob, en fait, on va faire du matte painting après. Moi, le matte painting, ça m'intéressait pas trop. Du coup, on va voir la productrice et elle nous dit, si vous voulez, il y a un autre film qui attaque, qui était Paw Patrol, et vous pouvez passer dessus. Donc, pas de patrouille en français. La Patte Patrouille, ouais, pardon. Et du coup, la Patte Patrouille, le directeur artistique, c'était Andrew Hickson, donc c'était quelqu'un qui bossait à DreamWorks, qui était super sympa. Et là aussi, du coup, donc c'est encore un autre projet, des autres concepts, une autre organisation. Du coup, là, j'ai eu la chance de faire beaucoup plus d'images, en fait, en couleur. Donc, j'ai fait des color keys, énormément de color keys. Et j'imagine qu'à partir du moment où tu as travaillé sur Bob l'éponge ou quoi, le côté expérience, ça marche mieux, quoi, pour les autres travails. Là, en plus, la chance, c'est que c'était dans le même studio. C'est-à-dire qu'on nous a juste changé de salle, tu vois. Et en fait, ils nous ont déplacés
sans montrer ce qu'on faisait au directeur artistique. En fait, on n'a même pas passé d'entretien. Ça veut dire qu'ils ont dit, ah bah, eux, ils bossent bien, entre guillemets, et ils discutent pas. Du coup, en fait, il nous a pris et ça a été vraiment une très bonne expérience. Donc là, on continue. Donc là, on commence à être en 2020. Malheureusement, là, il y a le Covid qui arrive. Et au Covid, du coup, on rentre tous chez nous, on bosse en télétravail. Donc nous, on était à Montréal avec ma conjointe Lucie en télétravail. Donc moi, je faisais des colorkeys. Et en fait, j'en faisais beaucoup et je commençais à être un tout petit peu lassé, tu vois, du concept art et notamment de comment ça se passait. Parce que en fait, tu fais un projet et puis 5 minutes après, bah même si t'as bossé sur Bob l'éponge, etc., bah tu peux te faire mettre dehors et perdre, tu vois, ce que t'es en train de faire. Et ça commençait à m'ennuyer quelque peu. Et du coup, je me suis dit, bah, il va falloir trouver une solution. Et la solution, c'était notamment de se mettre en freelance. Le problème, c'est qu'au Canada, en fait, ton permis de travail, il est connecté à l'entreprise. Donc, ça veut dire que si l'entreprise te vire ou que ton contrat se finit, tu as 1 jour pour rentrer dans ton pays. Donc, c'est assez drastique. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'il y avait le Covid, ça ne marchait plus. Ça veut dire qu'on avait la possibilité de rester sur place parce que moi, je m'étais mis sur le permis de travail de ma conjointe. Et du coup, donc fin 2020, j'étais en train de me dire, moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est retourner à l'animation traditionnelle. Et là, je commence à regarder de plus en plus de vidéos sur YouTube, notamment des vidéos TV Paint de formation, etc. Et en fait, en décembre, je me dis, je me prends une licence de TV Paint et je me remets à animer, quoi. Oui. Et en gros, là, je commence à ouvrir du coup mon Instagram. Et donc fin 2019-2020, je fais une première animation, donc qui était celle-ci. Donc ça s'appelle le Oni, donc qui a été faite dans TV Paint. Il va arriver, hein. C'est normalement il y a du son. Et en fait, j'ai fait ça avec le décor qui a été fait en traditionnel. Oui. Et en fait, j'ai passé sûrement un des meilleurs moments de ma vie à faire ce projet. C'était juste trop cool. Le temps n'est pas passé. C'était très difficile, mais c'était hyper gratifiant. Et donc, j'avais fait le décor en 2D. Et là, en fait, en faisant ça, j'en refais une autre après, qui s'appelle Halloween, où aussi le décor avait été fait en peinture. Et je me dis, en fait, l'animation 2D, c'était ce que je voulais faire depuis le début et je me suis un peu éloigné. Et en fait, c'est toujours ce que j'aime, quoi. Oui. Et là, je commence à me dire, il faut que je travaille beaucoup plus ça pour essayer de faire du freelance en animation 2D. Et peu de temps après, du coup, j'arrête avec Micro, je me mets en freelance et je commence à travailler beaucoup plus mes projets personnels. Donc, ça veut dire que je fais beaucoup plus de peinture traditionnelle, je commence à faire un peu plus d'animation 2D, toujours dans TV Paint. Et j'agrémente de plus en plus mon Instagram. Aussi, quelque chose qui était très sympa, c'est qu'en parallèle, j'ai voulu faire un livre pour enfants qui s'appelle Alphonse le petit nuage. Donc ça aussi, je peux le montrer. Donc, tu vois, en fait, le fait de refaire du freelance, j'avais des tout petits contrats, ça me laissait beaucoup plus de temps. Et du coup, j'ai pu reprendre l'animation et faire des projets perso. Au niveau du livre, je vais vite fait montrer. Donc, normalement, quand on travaille dans pour une maison d'édition, on contacte la maison d'édition avec un projet. Souvent, il y a un auteur et un illustrateur, ou une autrice et une illustratrice. Et en fait, moi, j'ai fonctionné un peu à l'envers. Je me suis dit, moi, j'aimerais bien faire mon livre et ensuite, je l'envoie en maison d'édition. Et du coup, j'ai fait donc Alphonse le petit nuage, qui est l'histoire d'un petit nuage qui se sent bien seul, qui est le seul dans le ciel. Et du coup, j'ai fait toutes les illustrations, j'ai écrit les textes. Et c'est ça le projet dont je te parlais, où j'ai eu énormément de difficultés à le faire au niveau graphique. C'était très difficile et que j'ai refait beaucoup de fois. Et en gros, je l'ai envoyé à plusieurs maisons d'édition. Donc, je me suis bien sûr fait refuser dans beaucoup de maisons d'édition. Et puis un jour, il y a Grenouille Édition qui me dit écoute, nous, on aime bien le projet. Ok, on veut bien te l'éditer. Et du coup, on a fait quelques allers-retours sur les textes, au niveau des couleurs. Et en fait, le projet a été publié, édité, désormais disponible, quoi. Dans la continuité, après, j'en ai refait un avec ma conjointe Lucie, donc qui était dans un style vraiment complètement différent. Tu vois, beaucoup plus graphique. Et donc ça, on l'a auto-édité, celui-ci. Donc tu vois, c'est vraiment un humour pour les enfants.
Mais c'était super chouette à faire. Et en gros, là, je suis en train, mais bon, ça va arriver plus tard. Je suis en train d'en éditer un nouveau avec une Myria édition. Donc, grâce à ma conjointe qui a rencontré des personnes, en fait, ça va être édité. Et c'est pour ça que là, je travaille le petit trailer où je partage sur Instagram. Mais du coup, on va peut-être en rediscuter. Ouais, c'est ça. Donc, pour préciser, en gros, on fera d'autres vidéos justement avec toi pour parler à la fois du côté illustration pour enfants et animation. Donc on aura des tonnes de trucs à se dire par rapport à ça. Donc là on a eu beaucoup d'infos je pense sur le côté portfolio, trouver du travail, etc. Qui peuvent être super chouettes. Donc ça c'était vraiment malheureusement un résumé, hein, même si c'était très long de toute la phase en fait de la transition, de ce qui m'a inspiré en fait de faire de l'art. Hein, comme beaucoup de personnes, c'est vrai qu'on a un environnement qui est ou propice ou pas propice, mais moi j'ai été entouré de personnes qui étaient très créatives et c'était super cool. Moi c'est vrai que je voulais enfin, je suis beaucoup toutes les vidéos que tu fais, je trouve ça vraiment super, autant les interviews qu'aussi les tutoriels que tu fais. Parce que tu vois, par exemple, quand moi j'étais au lycée, c'est ce qui nous manquait en fait, tu vois, au niveau des ressources, sur comment se former sur un logiciel, si on veut faire de l'animation 2D, sur quoi on peut le faire. Et ça, je trouve que ce que tu fais, ton travail est vraiment génial parce que tu vulgarises hein, vraiment en termes positifs le domaine de l'animation et ce qui donne aussi aux nouvelles générations la possibilité d'y avoir accès. Et de se dire bah moi si je veux faire de l'animation, bah tu vois ils ont les réponses maintenant. Tu as plein de différents types d'écoles. Les Gobelins, même si c'est le nom qui revient le plus, c'est pas la seule école. Hein. Il y a plein de personnes qui ont fait d'autres écoles et qui font des projets super. Et moi les personnes, tu vois, je parlais Jacques Exertier ou Michel Ancel, c'est des personnes qui sont autodidactes. Donc aussi tu vois il y a ça aussi qui existe. Il y a pas de règle en fait. C'est pour ça que je dis à chaque fois que les discussions comme ça, c'est plus un témoignage. Voilà, moi j'ai réussi comme ça à faire ça, j'ai raté ce truc-là, ensuite c'est parti avec machin et tout. Mais que personne peut reproduire exactement ton parcours, ça marchera pas quoi. Ouais. Et c'est pour ça, bon après je voulais le résumer, j'avais promis que je parlerais pas trop, mais pour ça aussi je voulais montrer un peu les cheminements parce que en fait même si on est dans une situation qui nous plaît pas, même si c'est difficile, on peut en sortir et changer. Et parfois, ça demande un peu de travail en parallèle, de refaire un portfolio. Mais moi, mon parcours a été quand même assez sinueux. J'ai eu des problèmes avec des fins de projet, etc. Et en fait, j'ai eu la chance de faire ce que je voulais faire, tu vois, parce que quand j'étais à l'école, bah, je voulais faire du concept art. J'ai réussi à faire du concept art. J'ai voulu faire de la direction artistique. J'ai eu l'occasion d'en faire. J'ai voulu faire de l'animation 2D, bah on en parlera dans d'autres vidéos, mais j'ai l'occasion maintenant d'en faire. Et récemment, il y a 3 ans, je voulais vraiment faire de la réal parce que je trouvais ça super intéressant et très riche. Et du coup, on en parlera pour une prochaine fois. Parce que j'ai plein de choses aussi à montrer là-dessus, ce qui peut être sympa d'ouvrir des scènes, de montrer des work in progress. Ah ouais, carrément, ouais. C'est d'avoir un peu le côté analyse, même un peu recul sur des trucs que t'as fait auparavant pour dire, bah voilà, là, tel truc c'était comme ça, j'ai peut-être réussi à mieux faire le prochain sur ce truc-là, et comme ça partager vraiment le côté expérience, parce que tu commences à avoir pas mal de choses que t'as faites finalement. Donc au final, ouais, c'est ça. C'est pour ça que c'est très difficile de résumer parce que l'air de rien, je suis sorti en 2016 et ça fait 7 ans que je travaille. Et c'est vrai que bon, il y a beaucoup de personnes qui ont la chance de rentrer dans une société et d'y rester longtemps. Et d'autres personnes où en fait tu fais plein de petits projets et c'est ces petits projets qui te mènent qui crée ton parcours de vie, ouais. C'est ça. Mais ouais, j'ai plein d'autres choses super cool à montrer, peut-être plus 2D parce que là j'ai parlé concept art, etc. Ouais, c'est bien, comme ça on segmente le truc et je pense que les gens vont être très très impatients de voir plus et puis d'en apprendre plus sur le côté 2D, etc. quoi.